Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Hey, salut. Hey, salut Martin. Content de vous retrouver dans un épisode normal et c'est la seule fois que je vais le dire. Parce que c'est assez, les épisodes sur Zoom. Maintenant, on est en chair et en os. Avec au moins 350 kits de différence, on s'est assuré d'avoir des fils assez longs. Oui, c'est ce qui est agréable dans l'équipement qu'on s'est acheté, c'est qu'au début, on riait du fait qu'on avait à peu près 3000 pieds de fil, qu'on avait tout enroulé dans des broches. Surtout de nos pieds de micro là, qui sont faits pour les chanteurs. Là. Oui, on riait de ça, mais visiblement, ça va nous avoir été utile finalement. Ouais, ça va servir à quelque chose. Mais c'est bien, en tout cas, de pouvoir se voir au loin. Ben effectivement, puis au moins, ça va nous donner une qualité sonore qui est de beaucoup supérieure à ce que l'on avait, puis on va être capable de s'entendre, parce que là, je suis plus capable du monde qui se parle un par-dessus l'autre. Hey, beaucoup de choses, parce que ça a bougé énormément. Puis, hey, je vais juste ramener un petit peu la discussion qu'on avait en dehors des ondes sur les comics, puis le stock qui arrive en retard. Puis là, on sait que pour les films, le cinéma, c'est la même chose. Là. James Bond avait déjà été reporté en novembre. Est-ce qu'on va véritablement le voir en novembre? C'est une autre question. Wonder Woman devait sortir le mois prochain. Là, ça a été retardé en automne, puis retardé en décembre. Et Black Widow que tout le monde attendait. Black Widow, oui. Hein, écoute, je peux pas croire qu'on va vivre sans Black Widow. Donc, dans le monde du comic, c'est un peu la même chose. Puis tu m'expliquais qu'on bourrera pas nos cases. Là. Dans le fond, tout a été un peu décalé. Ouais, tout est vraiment décalé vraiment loin parce que vraiment, les grosses séries recommencent à être publiées pas mal vers la fin juin puis au mois de juillet. Tu sais, Spawn chez Image Comics recommence à la dernière semaine de juin. Star Wars, ça recommence en juillet, mi-juillet, 3e semaine de juillet au niveau de Marvel. Chez DC, on a un peu fucké à patente avec des nouveaux fournisseurs, des anciens fournisseurs. On est revenu à Diamond. Le problème de DC, c'est qu'ils sont rendus avec 3 fournisseurs, puis que ça fait 3 semaines qu'ils ont recommencé à publier du comics, puis qu'au Canada, il y a à peu près 80% des fournisseurs qui ne recevaient pas ces fournisseurs-là. Donc, DC, c'est le wild card qu'on a en ce moment. C'est que si vous êtes comme nous autres, puis vous suiviez plusieurs séries de DC, vous vous posez toujours la question, est-ce que je vais avoir des trous dans mes séries? Puis il y avait quand même beaucoup de stocks chez DC, j'en ai qui s'en venaient. On avait, oui, Dead Metal, qui, bon, on n'avait pas le plus grand intérêt au monde, mais on voulait le suivre pareil. T'as Three Joker de Geoff Jones qui avait été annoncé. Il est dans le preview de ce mois-ci. Parfait. Ouais. Black Label, on n'avait pas fini Wonder Woman. Non, il nous en reste encore. C'est 2 ou 3? Il en manque un. un. Ouais, c'est une série de 3. Puis tu sais, je suis un peu comme Alan, j'ai des craintes d'avoir des trous, veux pas, là. Ben, dans ces séries-là, dans le format prestige, j'ai l'impression que ça durait ça avec Diamond au niveau de l'impression. Ouais, puis de toute façon, à la limite, il y a toujours les hardcovers qui peuvent sortir pour vous dépanner si jamais il y a un problème. N'oubliez pas, ils vont les repousser. Ça reste du stock physique. Si jamais, mettons, vos commandes, il y a effectivement un trou. S'il y en a un pour nous, il va en avoir un pour plusieurs personnes. Mais d'ici, ils vont se rendre compte qu'ils ont de l'overstock, ils n'ont pas vendu. Ils vont réapprovisionner. Ils ne resteront pas avec du stock invendu à cause d'un erreur. J'en ai que raison sur l'overstock qu'ils ne vont pas retourner parce qu'ils vont les fournir pour les ventes. Puis la deuxième chose que tu viens de dire, tu viens de parler des copies physiques. DC l'a quand même fait avec DC. Comment elle s'appelle la 3e série sur DC's? Oui, Disease. Ils s'enlignent sur le numérique first. Puis si tu achètes la copie numérique, ça te donne genre un bon pour la copie physique qui va sortir plusieurs mois plus tard. Hey, parlons-en de ça. DC a profité de la pandémie pour effectivement essayer de changer le modèle. Je peux pas leur en vouloir de vouloir rocker un peu puis essayer. Tu sais, on a souvent critiqué le monopole de Diamonds. Ils ont essayé de le shaker. Il n'y a personne qui les a appuyés. Là, ils tentent de faire une version... Moi, ça me dérange pas si tu vas aller sur le numérique pour le monde qui vont suivre sur le numérique. Mais arrive-moi pas avec des hosties d'exclusives sur le numérique comme là, ils tentent de faire avec un univers qu'on affectionne en particulier, celui de DC. Oui.
Mais en même temps, c'est un bon move parce que tu l'as dit toi-même, c'est une série qui est populaire présentement, qui est appréciée, mais en même temps, c'est pas le gros canon non plus. C'est pas comme s'ils avaient décidé de mettre Batman seulement en numérique. T'sais, ils sont allés avec quelque chose qu'ils savent qu'il y a un public pour ça. En même temps, il y a quand même la série de DC principale, il y a la nouvelle Unkillable qui n'est pas terminée encore non plus ou qui reste un numéro. Ça, le trade s'en Puis il y vient. a la prochaine série aussi avec le Dead retour Planet. de Dead Planet. Exact, qui est c'est ça. annoncé. Là, c'est comme un entre-deux. Fait que c'est assez pour attirer une certaine partie de l'auditoire, mais En fait, pas ça se, priver passe tout le monde non plus. ça se passe durant le timeline du premier TP, de ce Exact. que j'ai compris. Oui, ça suit le premier TP, puis je pense que C'est ça va comme c'est dans les faire heures, les ponts. là, là, c'est ça. C'est dans les heures qui suit l'Omega Equation. Comment tu Puis- appelles l'équation? L'Anti-Life Equation. Anti-Life Equation. C'est ça. Puis ça suit un peu les heures, donc des personnages qu'on avait peut-être mis de côté, qu'on va être capable de suivre. Puis Dead Planet, c'est véritablement une suite au premier TP qu'on avait. Effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe avec Superman qui s'est suicidé dans un soleil. On Ouais. sait tous que le suicide de Superman dans un soleil, possiblement, ça va juste... Empirer les affaires. Soit qu'il va être guéri, soit ça va empirer des choses. Puis on a Cassandra qui est devenue Wonder Woman, Damian qui est devenu Batman, John qui est devenu Superman. C'est Puis intéressant. t'as Black Canary qui est une Green Lantern. Ah, c'est-tu bon ça? J'avais oublié c'est ça. cool. Il avait fait de Black Canary une Green Lantern. Mais ça ressemble un peu. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va virer. Mais l'essai qu'ils ont fait comme ça avec le numérique, c'est un peu comme Disney avait fait avec Star Wars en annonçant Palpatine à travers le jeu Fortnite. Ouais. Genre, c'était comme, on va faire une révélation parce que c'est quelque chose qui est très populaire. Ça va parler à une partie qui était, en tout cas, minime selon moi, du fanbase. Mais quand même, ils ont fait quelque chose qui était canon à travers un autre médium. Puis Ouais, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Moi, je continue, puis je vous réitère que je suis un adepte du physique. J'aime ça, ça sert à rien. J'ai une partie de collectionneur en moi. Je vois ma bibliothèque, je la trouve belle. Je relirai probablement jamais le 3/4 des TP qui sont dedans. Mais c'est pas grave. J'ai un Puis je besoin m'en de suis ça. vraiment rendu compte aussi parce que pendant que les comics sortaient plus, moi j'étais toujours rendu au Comic Hunter à acheter des vieilles séries de BD usagées de Warren Ellis comme un cave. Tu sais, c'est comme, OK, là, j'ai plus de comics, mais ça en prend. Ça fait que Warren Ellis, Pompey Center, on fait devenir. Mais on a tous fait ça un peu. Là. On a fouillé dans le vieux stock. Moi, j'ai relu des trucs que ça faisait longtemps que j'avais pas lu. Ça m'a fait plaisir. Mais là, je suis dû pour du nouveau. Là. Surtout que c'est des affaires qu'on annonçait depuis des temps et des temps. Là. C'est le temps qu'on La puisse semaine les passée, que j'ai eu mon fond de case qui restait de l'imaginaire avec du comics que j'avais pas lu, puis j'ai réussi à lire la fête de Curse of the White Knight et compagnie. Mhm. La semaine passée, là, c'était une de mes plus belles fins de semaine des 2 derniers mois parce que j'ai lu du nouveau comic que j'avais pas lu. Puis ça construit des runs que je faisais. Ah, ça a tellement fait du bien. Je me suis senti comme ça quand j'ai reçu Batman Universe, dont je vous parlais la dernière fois. Puis là, j'ai finalement flanché. J'ai commandé City of Bane. Là. Même s'il est en hardcover, là, je suis tanné. Là. Je veux tu veux terminer la run de Tom Je King. veux terminer la run, puis je veux savoir comment ça va finir. Hey, je vous amène sur le... Écoute, c'était pas dans nos sujets. OK, on va faire nos sujets, je vous le promets. Là. Ah, on a du temps, là. on On a n'est du pas, temps. on est pas- on est pas lié par la demi-heure de Zoom. là. Je veux juste vous amener sur autre chose parce que sur notre groupe, on a parlé beaucoup du sociofinancement puis de la nouvelle façon que certains auteurs ont pris pour publier leur roman. Nous, on a fait partie, entre autres, de celui québécois de Alice. Ouais. D'ailleurs, il y a eu une heure consacrée durant le festival de la BD numérique entre Jake et Patrick qui nous ont présenté quelques sketchs, quelques trucs. Puis ça s'enligne pas mal pour l'automne si tout va bien. Hey, un 230 quelques pages. Ah oui, ça va être incroyable. Alors, on a vu des planches, là, c'est magnifique, les amis. Ça va être un événement à ne pas manquer, sérieusement. Là, si vous ne vous procurez pas cette BD-là, ne serait-ce que pour encourager le contenu québécois, ça va être magique. Là. Les dessins sont superbes. Surtout, ça va être la BD idéale pour apprendre c'est quoi un Bukaki. Oui, puis si vous vous demandez c'est quoi les jeux d'urologie, vous avez... Là, En tout cas, on en revient sur ton sujet. Oui, mais bref, ça, c'est correct. On a mis un 70$, je pense, à peu près, là-dessus. Moi, j'ai mis 75$, je pense. Ben, je pense que j'avais même plus parce que moi, je suis supposé avoir des planches. Ouais, t'es supposé avoir les stocks, sériographies et autres, là. Ouais. Bon, ça, c'est correct. 75$, c'est un livre, c'est un beau hardcover, c'est québécois. Le shipping est inclus, c'est parfait. Mais vous êtes en train de suivre des Kickstarter, entre parenthèses, qui ne sont pas des Kickstarter. C'est donc bien différent, puis ça coûte donc bien cher. Je vais commencer par celui que je voulais suivre, puis après, je vais laisser le côté du Kickstarter avec Jean-Nic qui, lui, est embarqué de l'autre côté. Puis moi, je vais vous amener le mien que je veux suivre de Stepjan Sejic, là. Ouais. Sean Murphy sortait un Indiegogo pour Plot Hole. C'est une espèce de bande dessinée où c'était comme des personnages de manga, de différents sites de bande dessinée qui se rencontrent. Puis eux, leur aventure, c'est sauver leur univers. Ça fait que ça mélange plein d'univers différents, plein de styles, puis ça... C'est Sean Murphy. C'est Le gars intéressant. est ultra sympathique. C'est un projet personnel qu'il a. Il s'est mis sur la map, les gens ont le goût Puis de le il suivre. travaille au niveau des couleurs encore avec c'est Matt Honiswork ou whatever qui travaille toujours avec lui sur les Batman et compagnie.
Tu fais comme, OK, c'est un Indiegogo, ça risque d'être intéressant, Il lance son Indiegogo. Tu fais comme, OK, je vais embarquer là-dedans, puis on va checker comment ça va aller, parce que là, au début, tu payes cacher le soft cover. Tu cliques dessus, tu la jettes. De un, ta carte de crédit, c'est Indiegogo, est chargée Day One. Tandis que Kickstarter, il faut attendre que ça soit fini, puis qu'il te charge. C'est que c'est Indiegogo, si le projet il est planté, puis il n'est pas lancé. Il te rembourse? Non. Hein? Il te rembourse pas? C'est que direct en partant, tu fais comme, dans quoi je viens de m'embarquer, parce que c'est pas comme un Non, c'est Kickstarter. pas sérieux, ça, là. Parce que nous autres, Alice, ils nous remboursaient. Puis Alice, on était chargé Day One, par exemple. Ouais, sauf que c'est Indiegogo, t'as pas ça. Puis là, en cliquant sur mes affaires, je fais comme, OK, j'ai acheté quelque chose qui me coûte 90$, mais pourquoi? C'est un soft cover. Tu te rends compte que la BD, un soft cover, te coûte au-dessus de 40 Canadiens, mais le shipping est aussi à 40$ canadiens. Ça n'a aucun sens. C'est Là, tu indécent. fais comme, OK, what the fuck? 2 jours après, le monde font comme, OK, là, t'as pas de hardcover, c'est quoi qui va se passer? Fait comme, ben, le hardcover, on voulait sortir par après. Il arrive, mais c'est un autre pledge, c'est un autre niveau de cash différent. Là, tu fais comme, c'est parce que ma carte de crédit a été chargée. Comment je fais pour Comment je fais upgrader? pour upgrader pour ça? Ben, il faut que tu demandes un remboursement à Indiegogo, puis il faut que tu attendes 5 jours pour que ça revienne de ta carte de Non, crédit. ça marche pas, là. Puis, mais ce que le problème, c'est qu'en demandant un remboursement de son côté, lui, il y a des pertes monétaires. Ben, c'est ça, là. C'est que lui, il avait mal fait son Indiegogo, c'est qu'il a fallu qu'il rembourse 90% de son monde, puis que le monde en recharge. Mais là, qu'est-ce que tu commandais? Le hardcover, tu te rendais compte qu'au Canada, le hardcover plus shipping en valait à 113$ Pour un livre, là. pour un livre. Puis là, tu checkes, c'est quoi qui se passe avec le shipping? Le shipping est à 45$ pour envoyer au Canada. Tu checkes? Il se graisse tout dessus? Ben, c'est pas ce Canada. Non, c'est parce qu'il fait tout faire aux États-Unis. L'imprinting, toute la ligne de shipping. Puis, si, pour envoyer ça en Europe, là, c'est 75 US par BD. Aïe, de tabarnak. C'est que le gars, il a un gros fanbase en Europe. Ça lève pas. Ça il a pris une semaine pour gagner 150 000 US. Présentement, il est à 215 000 Canadiens, c'est qu'il est à 170 000. Fait que ça se peut que ça se fasse pas. Ben non, il atteint son pledge, sauf que lui, quand il parlait sur YouTube avant, il parlait toujours en millions. Le boy, il atteindra jamais ça. Et il ne pognera même pas le 400 000 en 60 jours. Ouch. Il a même sorti des bundles, pour d'habitude, toujours des bundles retailer Ouais. pour les boutiques. Ouais. Il y a qu'aux États-Unis qui peuvent les prendre parce qu'ailleurs dans le monde, ça coûte tellement cher de shipping qu'ils ne peuvent même pas se le permettre. Parce que imagine-tu, le bundle de 5, rien que l'envoyer au Canada, ça coûterait 200$ de Ah, shipping. ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est invivable. Pour un artiste, là, ça peut pas marcher Ben, comme il a plateforme. embarqué quelque chose, puis il n'a pas voulu encourager à la Chine puis ailleurs, puis il a tout voulu faire à l'interne, puis il n'a pas pensé au fait que quel monde allait acheter une BD de 40 US, payer 40$ US de shipping dessus. Ah, ça Le marche monde pas. Ah, allait c'est faire complètement dingue, ça tu marche me pas. niaises. Puis du côté de Jeff Lemire, lui, il est sur quelle plateforme? Ben, c'est drôle que tu m'en parles. Il est sur Kickstarter. J'ai décidé d'encourager un artiste bien de chez nous, un petit Canadien un peu connu, Jeff Lemire. C'est 40$ aussi, un hardcover de 130 pages. Toutefois, au niveau de shipping, c'est beaucoup moins pire. Au début, on ne savait pas ça allait être quoi les montants. Il nous expliquait dans un courriel là, du moment que le projet a été accepté, dans le fond, qu'ils rencontraient leur goal, on allait être chargé. C'est arrivé. On avait un 48 000 qui était à leur besoin, puis ils l'ont eu en 3 jours. Je pense que ça c'est en date d'aujourd'hui, ils sont rendus à 205 000, puis il reste encore 4 jours. Fait que c'est amplement rempli. Puis finalement, ça m'a coûté 53$ canadiens, le shipping 15$ US. Ah, c'est Fait que plus, je vais beaucoup plus m'en- raisonnable. là. Oui, ouais, exactement. Moi, je m'étais dit, tant que ça me revient en bas de 100$, je vais être bien heureux, puis c'est effectivement Ouais. ce qui va arriver. Parce que j'ai checké Kickstarter tantôt de Jeff Lemire parce qu'il reste 4 jours, puis d'une certaine façon, pour moi, ça peut être un beau plan B. Je pense que pour 80$ canadiens, peut-être avec le shipping, on va parler de 90$, puis avoir le hardcover de luxe avec comme les sketchs de plus à Il faire, est signé? plus les prints, ça te coûte 90$. Non, ça a plus d'allure. Sean Murphy, tous ses BD sont signés, par exemple. OK, il y a au moins ça, tu as la signature. Puis moi, je vais vous parler de Stepan Sejic, que j'ai appris à prononcer. L'auteur de Sunstone qui a fait Arlene, entre autres. Lui, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il est, il est à l'étape de la conception de sa BD. Ça va s'appeler The Queen and the Woodborn. Il nous explique un peu l'histoire en gros, nous présente des sketchs de personnages, on assiste au développement des personnages, nous présente des scènes qu'il a imaginées, qu'il veut faire fitter dans son histoire, nous a montré des planches. Honnêtement, moi, je suis ça à distance sur Facebook, je trouve ça vraiment intéressant, mais il n'a pas annoncé encore quelle plateforme il va prendre, mais il veut... Lui, habituellement, il fait ça par Patreon, puis là, tu peux avoir les comics de façon numérique. Là, il veut vraiment y aller avec un volume, puis il veut y aller avec un volume là, pas cheap, là, avec une belle couverture dorée, foil.
sur les, tu sais, là, comme les vieux livres, là, les vieux Avec presque une couverture en cuir. Là, genre, là, parce que ça a l'air d'être un peu médiéval, son affaire. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il veut faire un volume vraiment hardcover, mais vraiment là, mettre le paquet pour avoir une impression qu'il n'aurait pas pu se payer avec une maison d'édition normale, là, qui lui aurait dit ça n'a pas d'allure. Maintenant, combien ça va coûter, puis combien de monde vont vouloir se le procurer. Puis, tu sais, il a l'air d'être parti dans plein de projets parce qu'il veut faire une statue aussi comme Todd McFarlane a fait avec Spawn. Je ne sais pas comment ça va changer, mais si vous avez l'occasion, là, Stepan Sajic sur Facebook, ça s'écrit comme ça se prononce. STEPJANSE, puis rendu là, Facebook va faire le reste. Là. Ça va être moins compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est en train de créer son univers. Puis on assiste étape par étape à sa création. Puis c'est vraiment intéressant. T'sais, il a changé le titre de son projet 2 fois, puis il nous explique pourquoi il a changé le titre. Ça ne sonnait pas comme je voulais. Le design du personnage. Avez-vous remarqué, j'ai enlevé tel détail sur le personnage, j'en ai ajouté un peu parce que je voulais aller par là. C'est vraiment intéressant. Puis ça donne un œil un peu sur le concept de création. Je trouve ça intéressant. Un peu, en fait, comme Jake l'a fait avec Alice. Ouais, où il nous a montré des planches, des créations. Lui, il en profitait pour promouvoir son Patreon. Oui. Ça fait qu'il y avait comme son site où ce que tu peux être là-dessus, puis il mettait des planches une fois de temps en temps. Puis il nous a surtout rassuré sur quelle forme ça allait avoir. Parce que, tu sais, à un moment donné, on se demandait est-ce qu'il va oser avec les scènes de sexe. Effectivement, parce que sur Facebook, il mettait ce qui était safe, puis sur son Patreon, qu'est-ce que tu voyais, c'était regardez, j'y vais. Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez lu. Puis c'était intéressant la conversation qu'il y avait, lui et Sénécal, parce qu'il se disait, tu sais, on n'a pas voulu non plus que ce soit de la porn. Tu sais, au début, on va vous amener tranquillement vers la fin du graphic novel, où là, comme un peu habituer vos yeux, tu sais. Puis à la fin, on va vous en mettre plein la vue. Là. Mais tu sais, ça sera pas ça tout Ça va y aller long. de manière progressive. Exactement. Puis c'est comme ça qu'il faut qu'il le fasse. Puis aussi, si on veut finir sur le sociofinancement, là, je veux juste peut-être plugger deux auteurs québécois qu'on aime beaucoup. Là. Puis eux autres, là, c'est parce qu'ils s'essayent sur la bande dessinée numérique. Moi, ça fait un bout de temps que Caroline Bro, Cab, de Hiver Nucléaire et compagnie, je la suis, c'est elle qui a fait les couleurs sur les BD d'Axel Lenoir aussi, une couple de fois dans l'esprit du camp. Elle a un Patreon aussi qu'on peut avoir à 2$ par mois, 2$ US. Elle, sur Patreon, tu es capable de suivre l'évolution de sa BD numérique. À toutes les semaines, elle publie une page de sa prochaine BD qui s'appelle U-Town. Ça fait qu'en exclusivité, tu peux suivre l'évolution de sa BD sur son Patreon pour 2$ par mois. Ah, c'est intéressant, ça. Puis Axel Lenoir a lancé le même principe. Là, 2 semaines, elle a lancé son propre Patreon aussi. Puis son prochain projet, c'est ce projet de BD numérique aussi comme ça. Puis ça fait qu'en étant sur Patreon pour 2$ par mois, 2-3 US, tu es capable de suivre l'évolution de sa BD en même temps qu'elle se fait créer, puis jusqu'à aller. Ça fait que tu as vraiment du contenu exclusif, puis tu es capable de la suivre au grand complet. Excellent. Hey, on y va avec nos sujets. Ça fait déjà 16 minutes qu'on parle, puis on n'a même pas fait un seul sujet. On décolle des nouvelles. On va y aller rapidement. Star Wars, Mandalorian, il y a eu des annonces dans le casting, entre autres Timothy Olyphant. Parle-moi de ce gars-là. Je me souviens pas de ce gars-là. T'as jamais vu Justified? Non. Je vais t'aider. Die Hard 4, le le méchant. Ah, le méchant qui mange du volet parce que le gars, il a salaud. jamais eu de contrôle sur tout ce qui est passé parce que McLean faisait ce qu'il voulait. Ah, le là. salaud. Quand il a fait manger un tank à la petite Asiatique, hein? Puis qu'il dit au téléphone « Ah, ta petite Asiatique, je viens de se faire bouffer un tank. » C'était-tu Là, bon? là, il avait tiré un 4x4 par la tête dans une cage ascenseur. Oui, c'est ça, c'était un 4x4. Fait ça comme avait des aucun filles de bon même, sens. c'est dur à trouver de nos jours. Hein. Hey, ça avait pas de bon sens. Mais ce film-là est bon, là. J'allais dire, c'est pas un très bon film. C'est Ah pas non! le meilleur Ben, rôle de Timothy Non, Olyphant. mais moi, c'est pas... J'adore ce film-là. Ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est parce que par rapport au troisième Die Hard, on entendait vraiment au fait où ce que McLean était. C'est un gars qui montrait que le machin n'était pas en contrôle. Ah, Puis c'est un baveux. Timothy Olyphant, dans ce film-là, avait pris contrôle de Washington au grand complet. Puis il y avait un policier dans son char, plus de gaz, qui avançait, il faisait comme non, c'est moi qui contrôle tout. Puis le gars, il faisait comme. Puis sauf que si vous avez écouté Justify, si vous avez une série à écouter avec Timothy Olyphant, c'est basé sur des romans de. Comment il s'appelle Elmore Leonard. Elmore Leonard, ouais. Sa série de romans-là, c'est tellement fucking awesome. Mais Justify, c'est la série de redneck avec un vrai cowboy comme shérif, là. Ah, c'est il va falloir que Mais je me tape non, ça. meilleure série avec... je vais en nommer 2 autres, mais selon moi, la meilleure série, Deadwood, sur HBO, où il jouait avec Ian McShane, qui joue dans
American God. Mhm. American God, où il joue le dieu qui flippe sa coin. Là. Mais bref, C'est une Deadwood, c'est série écœurant. Puis, OK, pour aider plus le monde, Santa Clarita Diet sur... dans John Wick, le gars de l'hôtel, c'est lui. OK. Il a pas dû survivre longtemps, par exemple? Ouais, Ian McShane. Oui, OK. J'étais là, Timothée Olyphant joue dans Deadwood. Mais non. Ouais, parce que vous m'avez perdu, là. Là, vous êtes rendu où, là? OK. Fait que là, Elephant, là. Ouais. Pourquoi c'est awesome qu'il soit sur Mandalorian? Parce que de un, c'est un acteur qui est incroyable. Sinon, le Charismatique monde au l'ont vu sur Santa Clarita Diet sur Netflix avec Drew Barrymore, la série de zombies. OK. C'est un gars qui est ultra sympathique. C'est un acteur qui est capable de faire un badass, mais que tu vas t'attacher avec. Mais il fait quoi comme rôle? Est-ce qu'on le sait? Ben, ce qui arrive, c'est que son rôle, au début, on ne savait pas trop. Puis à un moment donné, ils ont dit il va porter l'armure de Boba Fett. Mais on savait que le gars qui faisait Jango Fett a été casté pour être dans la Morrison. série aussi. Là, tu fais comme what the fuck. Mais sauf que là, l'autre rumeur a commencé à sortir. Dans une série, dans les premiers séries de romans qui ont sorti après Force Awakens, Mhm. il y avait la série de 3 romans de Aftermath. Aftermath. Puis le premier roman Aftermath, c'était vraiment juste une chronologie d'événements, qu'est-ce qui s'était passé après le retour du Jedi. Puis en général, c'était toujours des paragraphes qui expliquaient ce qui se passait. Puis à un moment donné, il y avait un paragraphe d'une dizaine de lignes qui parlait d'un shérif de Tatooine qui magasinait, puis qui est arrivé dans une brocante, puis il a pogné une Beskar Armor, puis il l'a acheté. Fait que ça pourrait être ce gars-là. Les rumeurs s'enlignent pas mal sur ça. Puis là, je me rappelle que j'ai vu du monde qui faisait comme ouais, encore Carlis, il va aller lire 12 romans pour comprendre ce qui s'est passé avec ce personnage-là. Non, c'était 10 lignes avec un gars qui avait un nom, qui se promenait dans une brocante, puis il l'a acheté sur le roman de 450 pages et tout ce qu'il y avait. Bon, c'est correct. Moi, ça me va. Moi, je me dis, s'ils peuvent prendre, genre, tu sais, l'épisode au milieu de la saison où il y avait comme un kid là, qui était un peu entreprenant, puis que finalement, on ne la revoit pas, puis ça n'a pas full d'impact dans la saison. Il y a beaucoup d'épisodes Genre- qui étaient comme ça, en fait. Ouais, ben, tu sais, tassez-le, prenez son rôle, donnez-le à Timothée Olyphant, puis laissez-le runner avec ça, là, genre une espèce de fendant qui va justement se ramasser avec une armure pour une raison X. Beaucoup de plaisir en Ben, perspective. tu sais, avec aussi ce la genre rumeur d'histoire-là. qui voudrait que ça soit lui qui a sauvé l'Asiatique qui joue dans Agent of S.H.I.E.L.D. là. Ouais. Mais moi, on pensait... Agent of S.H.I.E.L.D. Agent of S.H.I.E.L.D. Agent of Ça, c'est pas plus un fantasme, Alan, ça. Agent of C'est parce que S.H.I.E.L.D. c'est Asiatique et Asian qui s'est mélangé ensemble. Je vois ça. compliqué. Mais ça, je pensais que c'était... Tu vois, je pensais qu'on nous avait déjà donné un avant-goût de Boba Fett, moi, dans cet épisode-là. Ben, si c'est lui qui a l'armure, Je sais pas. J'ai hâte de voir, mais regarde, on est vraiment, vraiment excités. surtout avec Avec Tano et oui, compagnie qui vont on embarquer est- là-dedans. On est très excités par Agent Agent of S.H.I.E.L.D. OK, là, ça, c'est le gros sujet. Là, On parce se que... regarde dessus pour la fin? Ah, vous êtes chiens de même, vous autres? Ah ouais, on passe. Hey, on pourra pas parler de Guggenheim sur, sur Jackpot après avoir parlé de ça. Là. Ouais, t'as raison. On se le garde pour la fin? Je vous le dis, là, restez jusqu'à la fin. Hey, je fais C'est du moi qui ai tease. fait la liste de sujets puis je savais même pas de quoi vous parler. Je fais du tease, là. On va parler du Schneider Cut. Ah, On ok, va ok, ça, parler ouais. de la stratégie de Warner Brothers qui visiblement ne reprend pas ses tournages puis a besoin de quelque chose pour annoncer son service. Là. On va le faire de long en large, mais attendez un petit peu, OK? Sinon, avancez, là, il y a un piton avancé. Parce qu'on va vous parler de Guggenheim. Mettez ça à 47 minutes 32. 32. Hey, c'est quoi Guggenheim sur Jackpot? Je sais même pas c'est quoi. Simonac, sérieusement, là? Moi non plus, mais moi j'ai une excuse. Non. C'est quoi ton excuse? Ben, je suis pas Marvel. Ça semble être un Ouais. personnage obscur Ok. de Spider-Man. Quand Spider-Man a commencé à s'écrouler dans le milieu des années 2000, où il a fait son pacte avec Satan pour oublier son mariage avec Mary Jane et compagnie, puis que Peter Parker était mort, il est revenu à la vie, il est mort, il est revenu à la vie. Oui. Après, je pense qu'il est devenu une araignée, puis il est revenu à la vie. Oui. Puis, ah ouais, dans le bout de ce que Spider-Man, c'était bon, là. Bon, ouais, je me souviens de tout ce bout-là, mais Ouais. pourquoi tu m'amènes là? Il avait introduit un personnage où avait comme eu un chien, un sérum qui était le sérum 777, puis Ok. qu'elle était enceinte, puis ça donnait des pouvoirs à sa fille. OK. Puis, Essayez de nous rendre ça plus simple qu'X-Men, s'il vous plaît, OK? OK, non, c'est parce qu'elle s'appelle Jackpot, elle était forte, elle t'a fait 3 numéros, puis il y a une autre fille qui a pris son identité. OK. Puis Puis elle, là, elle était là 3-4 numéros. puis là, il ramène ce personnage-là dans l'univers de Sony de Spider-Man. Ouais, Puis l'intérêt, il est où, lui? j'en ai aucune calice d'idée. Puis Ah, pourquoi- mais ça veut dire, j'avais pas compris. Je pensais qu'il avait annoncé un film sur. Je l'appelle Madame Xanadu. Là, mais Non, l'espèce il y avait de Madame Spider- Web. Ouais, 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 sauf c'est que ça, Madame Madame Web, tu sais, je peux comprendre, il y a un peu de monde qui comprend, mais quand ils ont annoncé Jackpot, je sentais que c'était important d'en parler parce que c'était un personnage, ça fait même pas 15 ans qu'il a été créé, puis qui n'a jamais continué dans la continuité, c'était une non-name totale. Ben, la preuve, je savais même pas c'était qui. Moi, je pensais que c'était un jeu de Nintendo que tu nous annonçais. Non, puis ils vont faire un film là-dessus. Tu sais, je peux comprendre Silver Sable, même si personne la connaissait. Au moins, ça fait 40 ans qu'elle existe. Ouais, mais Jackpot, je sais même pas c'est qui.
J'en ai aucune idée pourquoi ils amènent ça. Bon, alors, Au milieu des années 90, on a eu le droit à un film sur Steel. Hey, c'est vrai. Puis c'était pas On est bon, dans hein. le... Ah non, c'était vraiment pas facile. C'était pas Avec très Shaquille O'Neal qui jouait Steel. Ouais, et parlant d'ailleurs de personnages où ça va pas super bien, que se passe-t-il avec la CW? Batwoman, out. Et elle a dit dans une entrevue, those who knows. Ça veut dire quoi, ça? Il y a- Que ceux qui savent. Bon, il- gros gaffe, je le Au, sais. au niveau des rumeurs, il paraît que les relations entre l'équipe technique, Vancouver et Ruby Rose étaient telles que telles. Ouais, mais on le savait, c'est une folle, ça. Ça, on c'est le une savait, folle. là. Puis possiblement que l'agenda, en tout cas, on n'aurait pas choisi l'agenda LGBTQ de Batwoman, possiblement rentrer en conflit aussi avec elle. Puis il y a un autre problème aussi avec Vancouver. C'est que tous les acteurs qui sont là-bas puis qui font des shows de la CW, tu tournes 45 semaines par année là-bas. C'est que si Hollywood t'appelle, faut que tu raccroches. Ouais, puis Hollywood, c'est lucratif, là. Tu sais, Ouais, tu fais, effectivement, tu fais parce des que salaires. Stephen Amell avait réussi à tourner un seul film pendant Arrow, puis malheureusement, ça a été Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Puis c'était le gosse qui prenait des patins, puis il se tapait des roues en dessous, puis ça faisait des rollerblades. Pauvre gosse. Ouais. C'est que c'est ça, c'est que quand t'es pogné là-bas, tu dois refuser tout. C'est la raison pour laquelle Michael Rosenbaum était parti. Ouais, mais ça se peut-tu aussi que ça soit juste mauvais, Batwoman, puis qu'elle ait voulu quitter? Ben, Non, c'est parce pour ramener ça d'un côté plus réaliste un peu, oubliez pas, il est arrivé là, quelques mois, là, elle a eu un accident sur le plateau où elle a failli rester handicapée. Là. C'était assez sévère. Ils ont arrêté de tourner pendant un bout. Probablement que ça a pesé un petit peu dans la balance La façon aussi, dont là. on l'a traité. Exact, c'est ça. Elle s'est dit un peu, je suis en train de jouer ma vie sur cette série-là. Ça vaut-tu vraiment la peine? Puis c'est ça. Puis Il les doit y avoir des ratings conflits n'étaient en pas arrière. excellents, là. C'était en train de se planter, puis solide, là. Ils ont ramené Hush en fin de saison en nous présentant Bruce Wayne, qui n'est pas Bruce Wayne, là, qui est Bruce Wayne, mais c'est pas de Bruce Wayne. Ouais, puis ils ont casté un acteur Pour qui est avoir- déguisé en Bruce Wayne. Fait qu'on sait que c'est lui qui va être Bruce Wayne, mais c'est pas Bruce Wayne. là. C'est... Spoiler. Hey, l'intérêt est vraiment pas là, là. Tu sais, cette série-là, là, poète, là. Plus tu avançais dans ces séries-là, plus c'était mauvais. Parce que cette valeur, ça avait un bon début. Oui. Le personnage d'Alice, le personnage de Batwoman en tant que tel, la dynamique qui s'installait était intéressante. Puis ça, semble-t-il que ça vient de New 52 quand ils ont fait une run, d'ailleurs, qu'on attend en omnibus qui a été repoussé de mois en mois. Là, je pense qu'on rentre en 2022, là, tellement ça a été repoussé. Là. Mais ça reste le problème du 24 épisodes par mois, c'est que... C'est trop. Par année, c'est C'est parce que trop. quand tu as un seul vilain, l'interaction entre le vilain et le personnage principal devient trop omniprésente, puis ça amène trop de situations ridicules. Tu sais, c'était l'effet des méga crossovers de Marvel à l'époque, mettons, de Civil War, où tu avais 12 séries, puis tu as eu 12 combats entre Captain America et Iron Man. À un moment donné, c'est impossible que ça arrive, puis à un moment donné, les dialogues qui se répètent tout le Ouais, puis à un temps. moment donné, tu te dis, Chris, rendu là, pourquoi tu le tues pas? Là? Tu sais, ça fait 8 fois que tu as la chance de le tuer. Là. Tout simplement. Puis c'est ce qui a été réussi dans Infinity War et Endgame, c'est que Thanos, il le rencontre pas souvent, puis quand il le rencontre, ils se font péter à la gueule, mais tu sais, ils sont pas toujours en train de se battre avec, puis c'est pas toujours les mêmes personnages qui le... Tu sais, je veux dire, Iron Man le rencontre pas 8 fois, là. Non. Ouais, mais en même temps, c'est un film aussi. Puis là, on parle de genre 16 séries télé en même temps, de 24 épisodes. Puis c'est difficile. Le CW, ils ont un modèle qui leur réussit. Moi, je trouve que ça fonctionne relativement bien. Ils ont leur public. Mais moi, je commence à trouver ça lourd. À toutes les fois, j'essaie de me recrinquer, de rentrer dedans. Mais pour avoir du fun, il faut que tu passes à travers des heures et des heures de téléplate. Puis à un moment C'est donné, terrible. Puis effectivement, le format 24 épisodes qui est très teenage drama, c'est correct, ça fonctionne pour le teenage drama, mais il va falloir qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus tant de teenage qui suivent ça. Là. Il y a beaucoup de fanboys. Ben, pas là. juste ça, c'est parce que tu profites du fait que tu as 5 séries pour les couper de moitié puis les faire rotationner. Mhm. T'as Mais, c'est pas 3 un beau séries format. qui partent à l'automne, puis après fête, où ce que tu sais que ça drop, t'en regardes rien que 2. Ah, puis c'est pas un beau format. Moi, honnêtement, là, je pense que c'est un format qui est révolu. là. Il n'y a plus personne qui veut du 24 épisodes. Qui est assez crisse pour se taper 24 épisodes? C'est bien que trop. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. J'étais content de voir tantôt que Son of Anarchy débarquait sur Netflix. Jamais je vais commencer ça. Il y a 7 saisons. De 24 épisodes. Ben, Jamais, c'est jamais. le Viking. C'est le même problème pour Viking. J'ai voulu me taper Viking. J'ai fait comme Chris, il y a Hey, 24 épisodes. Viking, tu parles, là, j'ai 5 saisons sur Blu-ray chez nous, puis ils sont toutes vierges. Ouais, écoute, Ils n'ont jamais rentré dans un lecteur. Je vais te dire une affaire, c'est bien trop d'épisodes, ça me tente pas. Puis tu vois, c'est là où des formats comme Game of Thrones ont gagné un peu en popularité. Tu te dis, ouais, il y a 7 saisons, mais il y a 10 épisodes. Il y a 10 heures de TV. Fait que c'est quand même, ça se rattrape bien.
Non, Game of Thrones, là, tu y vas, tu parles de HBO. On parle des épisodes qui sont en 1h, 1h10. Il faut que tu rajoutes 25 minutes de plus qu'un épisode normal. C'est que du 10 et du 15 épisodes. Mais ça paraît moins, ça va plus vite. T'as l'impression que c'est... Ouais, quand t'es dedans, le 5 quand t'es minutes de dedans, plus, tu t'en rends pas compte, effectivement. Hey, ça nous amène à la bonne nouvelle, man. Celle-là, je l'attendais. OK? Star Trek Discovery, c'était génial parce que ça va ailleurs. C'est correct. C'était pas du Star Trek. Pour une des premières fois, on ne suivait pas un capitaine de vaisseau. Mais on a déconstruit le modèle. Ça, on avait une série qui était axée comme les derniers films qui avaient sorti sur l'action, ce qui allait chercher du monde qui n'était pas nécessairement intéressé par Star Trek à la base. Tu l'as terminé, Discovery? Pas encore. Et on nous a démontré aussi ce qu'on était capable en déconstruisant le produit. Puis c'était intéressant. Puis c'était bien fait. Il a amené beaucoup de twists. Le fait qu'on a passé une bonne partie dans le Mirror Universe, c'était le fun. C'était vraiment trippant. À la fin de la première saison, j'avais un petit peu critiqué, pas mal critiqué le fait que, on nous ramène l'Enterprise. Puis là, je m'étais dit, pour une fois qu'on fait du nouveau, pourquoi on nous ramène du vieux pour exciter les vieux? Puis là, je m'étais dit, ouais. Deuxième saison, on nous présente Captain Pike. On nous ramène donc avant pré-Kirk. Intéressant. Le bridge de l'Enterprise est sublime. L'acteur qui le fait est incroyable. L'acteur est génial. Bon, on nous annonce Picard. On écoute Picard. On essaye de finir Picard. On s'endort sur Picard. Ben, le gros problème qu'il y a avec Picard et Discovery, souvent que les Trekkies sont chialés, c'est parce que Picard et Discovery ont eu la manie cave de déconstruire la Fédération. Entre autres. Puis c'est surtout que c'est des séries qui ne tournent pas autour du capitaine puis d'un vaisseau. Puis c'est le fun de les voir piloter un vaisseau. Oui, et puis c'est plaisant. Et puis c'était des séries qui prouvaient que le modèle qui était vénéré dans Star Trek ne fonctionne pas. Puis le monde qui écoute Star Trek ne veut pas se faire dire que ce modèle ne fonctionne pas parce que le modèle, c'est ça qui rendait l'univers intéressant. En fait, l'univers de Star Trek est intéressant parce que c'est un univers positif. Oui. Du moment où tu dis que la Fédération est corrompue, qu'elle n'est pas fine, que tout le monde est en guerre, que ça ne fonctionne pas, comme tu viens de l'expliquer, pour un Trekkie, ça fait pas de sens. Parce qu'il y en a des séries sur ce sujet-là. Star Trek, c'était la découverte, c'était la science, c'était les questions. Tu sais, moi, je m'ennuyais des scènes de bridge, là, où on est sur le pont, là, puis là, on est face à une situation, puis on se demande comment on va la régler, tu sais. Je m'ennuie de ces situations-là. Puis il n'y en avait pas dans Discovery, puis il n'y en avait pas dans Picard. C'est correct qu'on a fait différent. Mais là, on nous annonce Star Trek Strange New World. Et là, attachez vos trucs, là. C'est comme un prequel de la série originale. Avec l'Enterprise, Captain Pike, Spock. Et là, on y va, là. On y va pour une vraie série de Star Trek, là. On va suivre le capitaine et son vaisseau, là. Mais, parce que je savais même pas que ça s'en venait, c'est qui les gens qui sont derrière? Parce que sans avoir écouté Picard, puis je connais très peu Discovery, je sais que l'élément qui lie, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Alex Kurtzman, qui est derrière. Puis lui, c'est comme l'antéchrist pour la plupart des Trekkies. Selon la plupart des gens, c'est lui le problème. Mais je pense avec qu'il le est Star Trek encore là, dans c'est une série de Kurtzman encore, Strange New World. Je pense pas que ce soit vraiment lui l'antéchrist, parce que... Je te confirme pour avoir lu beaucoup sur Internet. Là, oui, le monde l'a et lui, là, c'est la pire affaire qui est arrivée à Star Trek depuis le début. Là. Mais tu sais, c'est parce qu'il a-tu fait un plus mauvais job que Kathleen Kennedy? Non, mais là, c'est parce que tu veux pas te comparer à Kathleen Kennedy. C'est ça qui arrive. Mais c'est parce que c'est parce que c'était le problème que j'expliquais de Star Trek. C'est parce que si tu enlèves dans Discovery tout ce qu'ils ont scrappé de la Fédération, le monde accrocherait un peu plus. Oui. Dans Picard, la série était pas mauvaise. Toutes les scènes où tu voyais les anciens personnages, puis ils se regroupaient, c'était le fun. Mais c'était de montrer que le système fonctionnait pas, puis il est en train de le déconstruire au grand complet. On faisait comme que la corruption a gangréné leur système. Ça fonctionne pas, ça, dans Star Trek. Mais tu sais, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de l'actualiser au goût du jour, puis de la politique surtout de nos jours, parce qu'on vit à l'époque de Trump, où on vit d'un tweet à l'autre, puis on se méfie de nos élites. On parlera même pas de la situation actuelle avec la pandémie, puis les conspirations qu'on a d'abord, puis de l'autre, la guerre contre l'OMS, les pro-pharma. On a-tu besoin d'une série qui nous dit que le monde parfait qu'on avait vécu dans les années 70-80 et comme le monde qu'on vit présentement? Et tu as tellement raison, parce qu'à l'époque où Jane Roddenberry écrit Star Trek, là, ils sont dans une situation où ça va pas bien et où ce que tout est tout croche, où est-ce qu'ils ont peur pour leur avenir, ils ont l'impression qu'ils vont virer communistes, que la guerre nucléaire va arriver. Tous les films de cette époque-là, c'est post-apocalyptique au bout. Là, on va tous être des mutants, puis on va tous mourir. Puis la force de Roddenberry, c'est d'arriver avec une série où il nous dit, savez-vous quoi?
Au 23e siècle, il n'y a plus d'argent, les gens vivent en paix, il y a une fédération, on explore l'univers, puis on fourre des filles différentes sur plein de planètes. Puis la seule différence entre les races extraterrestres, c'est qu'il y en a une verte, puis il y en a une bleue avec 2 tentacules, puis il y en a une avec 3 antennes faites en caoutchouc. Puis c'est go, man. Mais ça rentre tout dans le même trou. Ça rentre tout dans le même trou, puis Kirk va fourrer de A à Z. T'sais. Alors, il y a quelque chose dans cet esprit-là qu'on ne doit pas perdre quand tu fais du Star Trek. Puis effectivement, dans Discovery, peut-être un peu moins, mais dans Picard, All In, là, ils l'ont perdu, ça. Ils ont perdu l'espoir qui est le point d'ancrage de Roddenberry. Ouais. Le futur, tout d'un coup, n'est pas un endroit nouveau puis beau où il fait vivre. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui, mais en plus lettre, puis avec des vaisseaux. Et tu viens de mettre des mots sur ce qu'ils ont fait avec Picard. En fait, ce qu'ils ont fait avec Picard, c'est hey, tu sais, le beau rêve qu'on vous a fait miroiter, là, ben là, ces personnages-là viennent de se réveiller. Puis là, ils viennent de se rendre compte qu'il n'y a rien de beau. Dans un univers où il n'y a plus d'argent, ils parlent du monde qui crosse le système pour rentabiliser ça. Puis là, ça fait comme. Je suis pas sûr de saisir parce que l'argent n'existe pas, mais ça veut dire qu'ils sortent du système où l'argent existe encore pour ramasser du profit qu'ils ne peuvent pas utiliser. Puis c'était une déconstruction qui était malhabile. Si je vous suis, Strange New World va se passer avant la série originale. Avant Kirk. Donc, techniquement, s'ils veulent respecter l'esprit, à ce moment-là, la série devrait être légère un petit peu aussi, ou du moins positive. Tout à fait. Ce qu'ils n'ont pas fait avec les 2 dernières. Ben, Discovery qui a réglé le problème. En fait, la deuxième sont 3000 ans dans le futur. Ouais, là, ils sont jumpés. Eux autres, la suite, ça va être intéressant parce que là, ils vont découvrir un bout de l'univers Star Trek qui n'a jamais été exploré. Là, qui n'ont pas de référent. Eux autres, ce qui va être le fun, c'est qu'ils vont pouvoir expliquer le Kelvin et tout ce qu'ils veulent. Là, c'est ça. Là. Ils peuvent changer d'univers comme ils veulent. Eux autres, c'est capoté. Là. Puis eux autres, ceux qui vont vouloir le suivre, ils vont le suivre. Mais dans Strange New World, moi, j'ai pas mal l'impression que, tu sais, dans une scène de Discovery, quand Pike arrive avec les nouveaux uniformes, là, on sent que dans la Fédération, il y avait le pré-Pike puis post-Pike. Puis sans compter qu'aussi, dans la deuxième saison de Discovery, il y avait réglé le problème des hologrammes. Pourquoi qu'on n'allait plus les voir avec Pike et le Kirk par après. Effectivement. Puis ça, c'est intéressant. Puis de revoir l'Enterprise en service, de revoir Spock avec Pike, il y a une possibilité aussi d'introduire d'autres personnages, parce qu'il y a des personnages dans Star Trek qui n'ont jamais été introduits. Il y en a des connus, par exemple, qui vont dans l'équipage. L'équipage de base de Pike. Ben oui. Ben, c'est ça que je te dis, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir une Uhura qui rentre à m'amener. Il n'y a rien qui nous empêche de voir un John McCoy, un jeune Scotty, parce que quand Kirk prend les commandes de l'Enterprise, là, il y a juste Chekhov, je pense, qu'on ajoute à la 2e saison. Puis après ça, il nous dit jamais si l'équipage est rentré en même temps que Kirk. Ou s'il était déjà là. Ou s'il était déjà là, puis on a juste changé le capitaine. Tu sais, dans Star Trek de J.J. Abrams, on nous explique comment l'équipage vient aux commandes. T'sais, ils ont tous eu des promotions à cause d'une catastrophe. Bon, il y a le médecin mort, mais quand il devient médecin, Scotty était sur une planète, il le ramène, il devient chef ingénieur, Chekhov devient un commandant, puis tout ce monde-là sont introduits d'une façon un peu catastrophe. Là. Mais là, dans Strange New World, tu as la possibilité de nous montrer quel équipage, puis comment ils ont monté l'équipage, puis est-ce qu'ils vont oser nous montrer Kirk à un moment donné? Vont-ils oser nous... Tu sais, parce que dans The Menagerie que je t'ai fait écouter, c'est là qu'on se rend compte ce qui est arrivé à Pike. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Ben, personnellement, si tu veux finir la série, là, tu finis ça là. Tu finis ça là. Tu finis avec comment il a fait pour se ramasser sur sa chaise qui a une tête dans un bocal. Ben, c'est ça, avec le pip, pip, pip. Puis l'affreux robot avec la face anglaise. Au moins, c'est là qui va prendre sa tête de bocal vers la série. J'espère que ça va être Bender. Moi, j'espère surtout qu'on va faire comme dans South Park, là. Voulez-vous qu'on vous aide à traverser? Pip! Pip! Elle reste poignée dans son bip. C'est tellement bon. Mais bref, beaucoup de hype, moi, pour cette série-là. Puis j'ai hâte de voir ça. Moins de hype pour Labyrinthe 2. Et un peu comme Space Jam 2. Ma question est la même. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils veulent briser mon souvenir de la fourche de David Bowie. D'abord, on va se le dire, là, ce film-là, bon, déjà, ma soeur qui écoute le podcast va vouloir m'arracher la tête. Là. Franchement mauvais. Là. Si c'était pas de David Bowie... Je vais t'arracher la tête à sa place. Ben, c'est excellent. Moi, je te laisse arracher la tête, puis moi, je vais pisser dans son corps après. Ah, t'as peur, là. Je peux comprendre, souvent dans les fans de Jim Henson, il y a une guerre entre Dark Crystal et Labyrinthe, lequel est le meilleur. Habituellement, les gens préfèrent Dark Crystal parce que c'est que des marionnettes, c'était plus maladroit. Mais t'as peur, ce n'est que du génie, Labyrinthe. Là. Un des premiers rôles de Jennifer Connelly qui est belle comme un cœur là-dedans, perdue dans un labyrinthe, avec David Bowie qui chante avec des marionnettes à l'infini, des créatures mythologiques qui ont été faites par Alani puis... Mon gars vous semble être une future Brian tapette.
Votre gars semble être une future tapette, madame. Ça a fait de moi un homme fier et viril et Ah oui? fort et brillant. Quand il chante là, dans son château. Là. Oui, c'est vraiment C'est- triste, l'imitation de David Bowie que tu viens de Écoute, faire. c'est mauvais. Mais en fait, je pense que c'est ce qui ce sera choque pas- un peu dans la nouvelle. Les gens se disent ah, David Bowie, puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, il était cool, c'est un rôle iconique, mais le film ne tient pas que sur Bowie. Tu sais, il a marqué à cause de oui son paquet puis les chansons. Mais je déconnais l'autre jour, j'étais là, tu sais, foutez-moi, comment il s'appelle, genre un petit chanteur à la mode. Ed Sheeran. Ouais, mettez-nous Ed Sheeran Un petit avec roux. des chansons. Un puis, petit roux. puis une petite actrice. Mais je pense pas que ce soit le but de faire un remake, mais de retourner à cet univers-là. Moi, je vous dirais mon enjeu numéro 1, tant que le studio de Jim Henson est impliqué, je vais être super heureux. Puis je vous en ai parlé à plusieurs reprises l'année dernière, là, ce qu'ils ont fait avec Dark Crystal sur Netflix. C'est hallucinant. S'il y a le même respect et le même amour qui est mis là-dedans, le go. Juste avant de te donner la parole, Alan, là, tu sais, est-ce que tu dirais que c'est un de tes films d'enfance préférés, Labyrinthe? Oui. OK. Tu sais que moi, mon film d'enfance préféré, c'était Jurassic Park. Ben, on voit le clash des générations. jeune. Puis, t'es bien puis- jeune. puis garde ce qu'ils ont fait avec. Ouais. C'est pour ça que je te dis, Garde ce qu'ils ont- garde ce qu'ils ont fait. c'est pour ça que je te Look dis, what le they même did to my respect boy. et le même amour. Parce que moi, dans ma jeunesse, Labyrinthe, ça fait partie vraiment des films que j'ai vus très souvent parce que c'est un film que j'adore. Puis que qui passait à je trouve beau. TQS en boucle. Là. Non, J'étais au monde qu'il a sorti. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'es vieux, toi. Ouais. Puis tu sais, puis moi aussi, par mon âge aussi, malheureusement, je suis génération Simbad avec le stop motion. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui me fascine, le stop motion. C'est que tout ce qui était marionnette, qui était du genre, c'est ce que bercé, moi, parce que, tu sais, au début des années 80, je les écoutais les films, je les voyais, puis c'est ça qui était hot, Ouais, c'est mais ça qui moi, était George beau. Lucas les a éliminés de ma vie, ces affaires-là. Ouais, Il malheureusement. a pris mes films préférés, là, puis il les a éradiqués. Puis check qu'est-ce qu'il a fait avec. Il a fait George Arbing. 1, 2, 3, 4. Puis un coup qu'il l'a brisé comme faux, il l'a vendu à Disney. C'est comme le Je pire vous- affaire au monde. Je vous vends ces pièces d'un vase Ming. Il a vendu ça à Disney pour qu'il mette de la vaseline sur les cleavages, sur les censures, là. Écoute, mais bon, s'ils veulent en faire une suite, pourquoi pas? Mais c'est un avertissement que je te donne, Jean-Nic. Look what they did to my boy. Regarde ce Mais qu'ils ont fait c'est pour ça que je te dis, Jurassic je te Park. réponds. Moi, je vois ce qu'ils ont fait avec Dark Crystal. Tant que le studio Jim Henson est impliqué et que c'est un projet de passion, je pense que c'est Derrickson qui est Mhm. celui qui s'est fait crisser dehors de Doctor Strange, qui est supposé être attaché. Si c'est un projet que le studio pousse, personne ne veut faire ça, mais ils veulent aller chercher le côté nostalgique, ça me fait chier. Mais si moindrement les gens qui travaillent là-dessus sont passionnés puis ils veulent rendre hommage au film, oui, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. avec Tu ce disais film-là. Ed Sheeran, quel serait l'équivalent de David Bowie aujourd'hui qui pourrait jouer dans un film comme Labyrinth? Labyrinth. Qui pourrait jouer là-dedans? Tu sais, Ben, c'est parce qu'au niveau, tu sais, quand il s'appelle, c'est Hobbs ou ça, le petit ratatiné, là. le petit gobelin, là? Le petit gars, pas gobelin. J'ai Cobble dans la tête, mais comment il s'appelle? Hein? En tout cas, tu sais Ogle. Ogle. Ok. On sait que des Rolling Stones pourraient le faire jouer. Yes. Parce que Keith ça fait Richards. déjà 20 ans qu'il ressemble. C'est qu'on pourrait peut-être prendre un autre Rolling Ben, Stone. tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que ça m'amène. Comment il s'appelle le père de Liv Taylor, les chanteurs des Rosemith? Steve Tyler. Steven Tyler, je pense qu'il pourrait faire, genre, comme un roi des gobelins. Ouais, mais il est cool. trop vieux. Ouais, Mais- je le sais. mais- Mais tu sais, il oh. faudrait comme trouver un artiste qui était gros dans les années 80, qui Mais- a disparu un petit peu puis qui s'est réinventé récemment. L'avantage, c'est que Steven Taylor, en volant des enfants, pourrait faire un mix du roi des kobolds et de Vendripotent avec sa grande bouche. Je vais manger le bébé. Oui, mais en même temps, c'est un peu spécial. Tu sais, en 1980, c'est une chose, là, mais en 2020, je vole des bébés. Là. Puis je les amène dans mon royaume. Puis, Ah, de toute manière, ils vont mettre Salut. ils vont remplacer Jennifer Ben, Connelly par un petit garçon. Ça va être une sorcière à la ah place. oui, c'est ça. Ça va être Katy Perry. Puis, oui, let's go. Mais Ah tu sais, ben c'est ça, parce j'ai que pas, quand j'ai pas de t'es- problème avec ça. moi. Quand t'es jeune, ce film-là, en plus, il y a deux merveilles. T'as la fourche de David Bowie Oui. et t'as les seins de Jennifer Connelly. Et tu as le. Ouais, mais t'es pas mineur là-dedans. Ouais, elle avait genre 16 ans. C'est pas grave, à l'époque où on Ah, l'écoutait, ah, elle était genre plus vieille que nous autres. C'était Ça comme. va, tout était C'était correct. la gardienne huge. C'était la gardienne qu'on voulait avoir. C'est la Exact. gardienne du quartier. Là. Ouais, mais en même temps, t'en veux pas. T'envoies au roi des kobolds. Tu veux pas. Ouais, mais elle vient de sauver. ouais. Ben, ça te donne son là un peu avant. Dans le marais de l'éternel puanteur. C'était ça?
me Oui, souviens mais de ça, d'ailleurs, oui. il y a différentes traductions, puis celle qu'on avait à TVA, j'ai jamais réussi à retrouver, c'était le Bourbier de l'Éternel Oui, le Planteur. bourbier Puis de c'était pas l'Éternel Goblinville, c'était Coboltville. Oui. Puis sur la version française que j'ai à la maison, c'est Goblinville. Mais ça, là, il y a plusieurs films comme ça où j'ai voulu retrouver une version française que j'écoutais quand j'étais Ouais. jeune parce que il y a des films, tu sais, j'écoute la majorité de mes trucs en anglais, mais les films d'enfance, De exemple, jeunesse, ouais. Ninja Turtle, je suis pas capable d'écouter en anglais. Regarde, c'est comme à peu près comme Men in Black que j'avais Oui. acheté le premier sur VHS. Il y avait de la traduction d'Europe. Moi, il a tiré la petite Stéphanie dans son réverbère, là. Hein? J'ai pogné la cassette, je suis allé la retourner. Non, c'est terrible. Il y a des films comme ça que j'ai pas été capable de retrouver la piste de mon enfance. Là. Entre autres, j'ai une version en haut de Batman Returns, là, où j'ai la version française de France. Là. C'est terrible. Ouf. C'est vraiment terrible. Puis tu sais, j'essaie de. Moi, mon fun, c'est de dire les répliques avant qu'ils les disent. Là. Puis là, j'essaie d'impressionner ma blonde avec ça. Ouh. Mais là, ça sortait pas comme c'était supposé Ben, sortir. Moi, j'ai de la misère avec. Ça l'impression. J'ai de la Ah, misère ouais. avec deux Impressionné. films. Les Indiana Jones d'Harrison Ford. Je suis pas Oui. capable de. Tu sais, je les écoute. Ça fait longtemps que j'écoute rien qu'en anglais, mais aucune réplique me rentrait dans la tête parce que Ouais. j'ai connais tout en français. Et Spaceball, essaye pas de me sortir une joke en anglais. Ah non. Naked Gun, là, j'écoute ça en français. Là. Si j'écoute. Je l'écoute en anglais, mais que si tu me parles des jokes, il faut que Ah, tu me les oui, fasses oui. en français. Là. Quelle belle fourrure! Non, moi, Naked Gun, faut que j'écoute ça en français. Petit aparté, on l'a pas dans les nouvelles, mais on prend 3 secondes pour en parler. Tu viens de le nommer, Alan. On a appris aussi cette semaine que Spielberg serait pas du prochain Indiana Jones? Indiana Jones. Ah, C'est ouais. Mangold qui va Oui, là. exact, le gars de Logan. Oh, hey, ça pourrait être intéressant c'est si une on bonne idée, vire un c'est- peu. Mais attention, Indiana Jones, c'est comme Star Trek. Il y a un C'est essence. très il y a- différent, il y a- c'est un archéologue. Non, mais Il y a très peu de liens. Non, mais en voulant dire que tu peux pas mélanger la recette. Tu sais, il y a une recette parce que Indiana Jones, c'est d'abord et avant tout un hommage à plein de trucs de la jeunesse de Spielberg. Fait que tu peux pas prendre le personnage puis dire ben je vais twister ça pour un western ou je vais twister ça pour quelque chose de plus dark ou Et- tu peux pas faire Puis ça. même avec Des Indiana Jones. extraterrestres. Non, ben, c'est ce que j'allais dire. On peut même pas chialer sur les extraterrestres d'Indiana Jones 4 parce que chaque Indiana Jones allait avec qu'est-ce qui était recherché à l'époque. Exact. Et dans Indiana Jones 4, on était à l'époque de Des l'Area communistes. 51 et de Roosevelt. Ah, mais ça faisait de la logique. Ce qui On faisait- n'avait pas le choix de parler des extraterrestres. Puis à chaque film d'Indiana Jones, il nous prouvait que ce qui courait après existait pour de vrai. Donc, il y avait-tu le choix de nous montrer ou pas que les extraterrestres Ouais, mais existaient? t'as peu, là, J'aurais fait Alan. ton argument avec C'est- les singes en CGI. Ouais, mais ce qui Non, faisait ça, pas. c'était pas des extraterrestres. Non, mais ce qui faisait pas de sens, Alan, c'était pas des extraterrestres, c'est que c'était des êtres interdimensionnels, puis qu'on le voyait vraiment pour vrai. Tandis que, tu sais, l'arc de Covenant, puis le tu sais, le Saint Holy Graal? Grail, puis tout ça, c'était moins impressionnant que de voir l'extraterrestre. Tu sais, tu voyais pas Dieu, là. Tu voyais qu'il était capable de Je dis guérir pas que ça a été mal habile. Sean Connery. tu Tu sais. sais, s'il y avait rien de trouvé des squelettes d'extraterrestres, ça aurait fini là. C'était que là, Ben, mais c'est ça. les Kronks se sont mélangés, que leur mis à la vie, là, c'était comme. Ça, c'est le bout qui sont allés trop loin, tu sais, parce que moi, le Holy Grail, tu sais, Dieu apparaît pas, là, puis salut mon enfant, tu as trouvé le Holy Grail, alors voici, je vais Puis te même guérir. là, il trouvait le moyen d'en rire parce que quand il est arrivé avec son épée, il est tombé sur le côté. En plus, Tu sais, le côté épique s'est écroulé assez rapidement. mais moi, Last Crusade, ça reste mon préféré, là. Yeah. Son humour est merveilleux. C'est ça qui est le fun. C'est parce que c'est le film qui est le fun. Man, Sean Connery. Mais Sean Connery. Indiana Jones, le Temple maudit, reste le meilleur. Même Ouais, pas mais dans tu mon sais- top 3 des James Bond. Oh, mais Temple maudit, là, tu sais que... Je vais me faire des ennemis. Ah, je vais te tuer. Mais, toi que moi... toi, Le t'es comme Rocher, moi, c'est hein. le meilleur James Bond, tu le sauras. Je trouve que toi, t'es comme Pierce moi, hein, Brosnan. Pierce Brosnan. Hein? Ouais. Ouais, moi ici. Ah, Team on a- Brosnan. T'es Timothy Dalton. Ah, Timothy câlisse. Dalton, Roger Moore, Mauvais. puis Ah, après, Sean Brosnan. Connery. Brosnan, c'est le best parce que Brosnan a eu la chance de pouvoir observer les autres avant. Puis Ben, d'aller chercher mais chacun c'est parce des que- éléments non, c'est intéressants. parce que Brosnan, moi j'ai toujours dit, c'est l'enfant légitime de Roger Moore et de Timothy Dalton. Ben, un peu, ouais. Si tu mélanges les deux, il y a l'humour de Roger Moore, mais il y a le côté athlétique Ouais. puis badass de Timothy. Mais il y avait la prestance de Connery un peu aussi. Ouais, mais il y Quand avait, il rentrait il y avait dans le une pièce, côté, là, il y avait le côté super-héros aussi, tu sais, qui Ouais. n'était jamais dépeigné. Il n'a pas l'air d'être capable de faire tout ça, mais miraculeusement, il est tout le temps à la bonne place. Ah, moi, je le trouvais génial. Puis, Il a tu un sais, charisme incroyable. Mais là, c'est quoi qu'on parlait avant? Ah, ouais, Temple maudit, là, juste pour parce que moi, j'ai lu la biographie de George Lucas, puis en passant, je vous la suggère fortement. Là. C'est une biographie qui est vraiment intéressante, qui donne beaucoup de perspectives sur la façon dont on a fait les films. Je vais attendre ces 50 révisions. Là. Surtout que j'ai encore envie de travailler dessus. là. Mais quand on parle du Temple maudit, tu sais que c'était un moment dans la vie de Lucas où ça allait pas pantoute. Hein?
Et ça paraît dans le film. Il était en plein divorce. Ouais, ce film-là, ce qui est le fun, c'est la lourdeur puis le côté dark là-dedans. Man, il filait pas quand il a fait ce film-là. Puis quand tu lis la biographie, puis tu tombes le moment où il est sur le temple maudit, puis à un moment donné, Spielberg le regarde, puis il dit, écoute, c'est parce que t'es en train de scraper qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Puis ils ont été obligés de retravailler des trucs parce que c'était tellement sombre. Il était dans une période de sa vie où ça allait pas. Mais moi, tout, c'est ce que j'avais aimé de ce film-là, c'était le côté dark. Au début, ce qui commence léger, mais quand Indy décide de péter sa coche puis de sortir les enfants du temple, là, puis qu'il décide de ramasser tout le monde, c'était tellement un beau côté du personnage qui sortait, là. Mais tu sais, moi, j'ai fait des cauchemars longtemps, jeune, là, du Kalima, puis qui arrache le cœur, man. Moi, c'est surtout les 1000 pattes de 12 pouces qui te montaient le long du bras. Non, moi, j'ai fait des cauchemars longtemps, puis, tu sais, c'est un des grands mystères de ce film-là, c'est où est passé, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Demi-lune, tu sais, puis sa blonde, qui est jamais revenue, tu sais, un peu comme Marion dans Raiders of the Lost Ark. Elle est revenue dans le 4e, puis elle a eu un enfant. Il y a comme plusieurs stages de demi-lune. Il y a quand t'es jeune, puis tu le trouves drôle, puis après ça, tu l'aimes. Il tape ses nerfs. C'est la pire affaire qui existe dans la vie. Indy, Dr. Jones! Contrairement au petit tannant qu'il y avait dans Goonies, avec tous ses gadgets, que peu importe C'était la taille... des petits tannants. Ouais, Faut que tu le réécoutes, Alan. C'est rien des petits tannants. Goonies, c'est pas tous des petits tannants. T'avais 7 ans la dernière fois que tu l'as vu, c'est tous des petits tannants. Oh oui, c'est tous des petits Chris. Mais Demi-Lune, c'était quelque chose, là, tu voulais le frapper. T'sais, ils l'ont mis là parce qu'ils voulaient que le jeune public s'identifie. Genre, ouais. Tu peux. Un peu le même principe que Robin avec Batman. Tu peux être ami avec Indiana Jones. Ouais, mais je veux pas envie d'être un petit Chris, là. Puis on l'a jamais revu d'ailleurs, hein, dans Last Crusade. Personne ne se pose la question. Où ils l'ont remplacé par un vieillard. Là. Par Sean Connery, qui en passant, là, était pas si vieux, plus vieux que ça. Non, encore pire, il faut jamais oublier que le Temple maudit se passe avant le premier film. Ah ouais. C'est vrai, ça? Il est 1 an avant le premier film, je me trompe pas. Mais je me suis jamais rendu compte de ça. Il dit toujours l'année que ça commence, puis le Temple maudit se passe avant Raiders. Ah ben. On va juste faire un marathon. J'avais jamais remarqué. Écoute, j'avais jamais remarqué. Berserker Unbound. C'est quoi ça? Je pense que c'est une BD. Okay. Mais c'est écrit par un Chris de cave, c'est que je veux pas en parler. Laisse-moi deviner. Jeff Lemire? Alan s'est découvert un amour pour un auteur canadien. Mais c'est quoi cette bande dessinée-là avant que je vous Pour commencer, je vais introduire la BD parce que c'est moi qui l'ai acheté. Puis l'intérêt que j'avais à la base, c'est que c'est une BD qui vient de Dark Horse. C'était rien qu'un 4 numéros. À l'époque, j'avais failli la faire en single parce que c'était un nouveau projet de Mike Deodato Jr. Je m'en calissais que c'est Jeff Lemire, je ne le connais pas, Jeff Lemire. Non, tu te mens. Malheureusement, il y a une notification Windows qui vient d'embarquer dans le podcast. Ben oui, hein, j'ai fait un saut, je pensais que c'était mon téléphone. J'ai dit que c'est ça, c'est ouais. OK, c'est des choses qui arrivent. Mais le gars qui nous espionne. Non, c'est ça, c'est parce que c'est une BD là, de Jeff Lemire, puis Mike Deodato, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu faire des BD. C'est quelque chose qui m'intéressait. Sauf que, tu sais, c'était un principe d'un Berserk, donc, dans le fond, un Conan qui se ramasse au 20e siècle. Okay. Là, tu fais comme, dans quoi je peux m'embarquer, je me lance là-dedans. C'est que je l'ai laissé traîner. Puis là... Pandémie oblige. Pandémie oblige. Tout est en halle, tout est bloqué. Je fais comme, fuck it, je me commande le hardcover. Je me ramasse une BD. Je vais faire le résumé du premier numéro, puis après, on va parler de la BD. En gros, tu commences une BD, tout ça. Graphiquement, Mike Deodato, tu vois qu'il y a une carte blanche. OK. C'est beau. Son barbare ressemble à Conan. C'est du Conan pur, le premier numéro. Puis tu te rends compte qu'au niveau des couleurs que tu es allé chercher, tu es allé chercher un gars qui va faire de la BD avec les points de couleur. Okay. Comme dans les années 70-80, là. Ouais. Ça fait qu'il travaille avec ça pour les ombrages et tout. Là, tu fais comme, OK, je m'attendais vraiment pas à ça. Et là, tu rentres dans le côté graphique. Puis tu commences à lire une histoire de barbare bien normale. C'est un gars qui s'est bâti un village. C'est un gros barbare. Puis il se fait attaquer par d'autres gangs. Sa femme, sa fille se fait tuer. Il vire berserk. Il tue tout le monde. Puis en se sauvant, puis en étant blessé, il rentre dans une caverne. Et dans la caverne, il y a plein de lumière qui casse allumée partout. Puis il y a plein de glyphes partout. Il s'accote sur un glyphe. La BD finie, il est dans Central Park, à terre. Blessé. Okay. Et là, tu te dis, bon, on va lire du Capitaine America. Ça va être genre, tu sais, l'homme non dans son époque, puis il va donner des coups d'épée sur les voitures, puis ça va être drôle, puis les gens vont lui offrir des choses, puis ils vont dire c'est un costume d'Halloween, puis ça va être plate. Et pas en tout, ça va pas là. La BD a décidé de faire autre chose.
Et là, tu te ramasses avec un deuxième numéro qui scrape le genre. C'est que tu as le Berserk qui est blessé, qui est en train de s'écrouler à Central Park. Et là, tu as un itinérant, un homme noir, qui décide de le ramasser, de le soigner puis de lui donner de la nourriture. Sauf que tu te ramasses avec un barbare de nos dimensions qui parle avec un gars new-yorkais de nos jours. Donc, c'est deux gars qui ont une langue différente. C'est que tu te ramasses un numéro d'une vingtaine de pages où il n'y a pas de dialogue. Les deux ne parlent pas. C'est juste deux gars qui s'entraident. Puis avec le barbare qui est sûr que le noir sait où ce qu'il va l'emmener pour le sauver en voulant l'emmener dans la ville. C'est que tu as un barbare qui suit un autre puis il se prend dans la ville. T'as pas de dialogue, t'as juste deux gars qui suivent mais qui se comprennent pas. C'est combien de numéros, combien de TP, ça? C'est juste 4 numéros. C'est tout? Ouais, c'est un petit TP, ça prend 45 minutes à lire. Là. Ah, quand même intéressant. Puis, c'est-tu bien dispendieux? Le hardcover est à peu près une trentaine de piastres, mais tu sais, c'est un beau hardcover, par exemple. Ouais. C'est un beau produit emprunté à Alan. Parce que c'est Jeff Lemire, c'est génial, j'imagine. C'est écrit d'une main de maître. OK, Non. je vous coupe. C'est parce que... Pourquoi? Ah, OK, je pense c'est parce que... Non, j'avais pas mais fini. je peux vous couper pareil, tu sais. Mais... Non, mais c'est parce que c'est juste pour vous dire, là, je sais qu'après ça, le troisième numéro, là, c'est de voir la façon qu'il a traité de la relation entre l'itinérant puis le barbare, puis de se rendre compte la relation qu'ils peuvent avoir entre deux personnes qui se comprennent pas, mais qui veulent s'entraider. Il y en a un qui parle beaucoup, il y en a un qui parle pas beaucoup, mais la relation est tellement bien écrite que finalement, tu oublies l'histoire de Barbare. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de fusion de sang qui finit. C'est juste une histoire qui est foutrement bien montée sur deux personnes qui ont vécu un drame semblable, puis des voir où ce que ça va amener. Sérieusement, si vous voulez lire une BD, moi, ça m'a fait penser un petit peu à Murder Falcon sur le niveau de ce que tu lis, puis ce que tu motives, puis ce que tu sors, puis sérieusement, ça m'a cassé. Je m'attendais pas à ça de ce BD-là. Si vous voulez, le softcover devrait sortir dans pas long. Là. Je pense que c'est un must à lire autant que Murder Falcon parce que le style graphique, en étant différent, est toujours aussi awesome. Puis c'est ce qui tient beaucoup la bande dessinée. Donc, lancez-vous là-dedans. C'est vraiment un gros must. Le chat vient de faire son entrée. Il va mourir. Parce qu'il est impatient. Il veut entendre parler de la Schneider Cut. Il veut entendre parler de cette nouvelle. Honnêtement, là, les gars, là, sur 100, là, je pensais jamais qu'on allait avoir une chance de voir cette fameuse excuse-moi, là, moi, ça fait quand même un bout de temps que sur Twitter, je suis le Snyder Cut, puis un des gros membres qui en parlait beaucoup, c'est Rob Liefeld, puis moi, je fais confiance à Rob Liefeld et son influence. Ben oui, hein, c'est ça. Mais tu sais, pour remettre les auditeurs en contexte, là, bon, Justice League, pendant la production du film, en fait, pendant le montage du film, Zack Snyder, je pense que c'est un de ses enfants qui s'est suicidé. Sa fille s'est suicidée. Puis en même temps, on sentait bien que le studio n'était pas très, très à l'aise avec leur réalisateur parce que Batman v Superman n'avait pas très bien performé. Il y avait beaucoup de critiques sur l'univers de DC. C'était déjà en train de tomber en morceaux. DC n'a jamais été patient avec les univers. Ils ont viré... en fait, Zack Snyder est parti, mais on sent que c'était d'un commun accord. Là, genre, ma fille vient de se suicider, je veux partir, mais en même temps, pardon. Le plus cave dans tout ça, c'est que Zack Snyder est en train de tourner un two-parts, puis Warner a fait de la merde. On fait un numéro. On fait un seul film. Puis on va chercher Josh Whedon parce que, hey, lui, il va nous sauver ça. Ouais, il a fait Avengers. Puis Josh Whedon a fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire il a re-shooté tout le monde, il a fait des jokes, il a packagé ça, il a enlevé des éléments, il a enlevé des personnages. Ils ont présenté ça au cinéma. On a tout fait. Il a surtout enlevé une moustache. En plus. Moi, j'ai l'impression qu'à la base, il y avait un film de marde. Josh Whedon a eu genre 6 mois avec 10 millions pour faire une coupe de reshoot. Faire comme, trouve-nous un sens là-dedans. Il a fait un film qui est pas très bon, mais que moi, il y a des éléments que j'aime bien quand même. On a tout fait comme... Tu sais, c'est ça le gros... Tout le montage que vous nous avez fait, aussi mauvais soit-il. Le plaisir que tu avais eu avec Avenger 1, tu l'as pas retrouvé là. Non, puis on va se le dire. Moi, je continue à croire que Batman v Superman, c'était bon, c'était juste trop compacté. Il y avait 3 films là-dedans. Il y avait 2 ou 3 films là-dedans. C'était voyons, Chris Avenger 2 là. C'était Age of Ultron. Age of Ultron, ouais. Il y avait trop de stock. Ils ont voulu rattraper Marvel en 1 an, alors qu'il aurait pu se donner de l'air. Il aurait pu se donner de l'air. Faire un Batman, les faire rencontrer dans Batman v Superman après. Ils auraient pu se donner de l'air, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont posé un paquet d'éléments auxquels ils n'ont jamais répondu. Et évidemment, les fans se sont dit, il existe une Schneider Cut, donc il existe une version du film avec les scènes que Schneider a tournées, avec un montage qu'il avait en tête. Et là, de ce que je comprends, c'est qu'on lui donne 20 millions pour lui dit, vas-y. Ouais. Effectivement, parce que tout ce qui a été coupé, finalement, le Dark Side qu'on était supposé de voir plutôt que Monsieur, j'ai des comptes, puis je suis tassé de Gillette. Il était supposé être là aussi, mais il était supposé être un peu comme Loki dans Avengers. Ouais, il était supposé d'être le gars qui mangeait une volée avant que Darkseid soit là. Mais tu sais,
Mais Darkseid, on était supposé le voir un peu plus On était aussi. supposé- en fait, tout le film était supposé être articulé au fait que Steppenwolf, c'est son général, puis quand lui il arrive, Parce que c'est Darkseid ça qui faisait s'en pas de vient, sens aussi dans le code de Josh Whedon. Pourquoi il y avait des hosties de paradémon puis de maudits symboles d'Oméga partout si t'as même pas Darkseid? puis en plus, il a comme tout transformé la narration autour de Steppenwolf, en disant, bon, ben finalement, c'est Steppenwolf qui est un conquérant. puis que- elle l'attaque avec les Amazones puis C'est les ça. Green Lantern et compagnie. Exact. Là. Puis là, on s'est dit, ouais, mais ça fait pas de sens. Si ça. je ne m'abuse, là, pour faire ce cours, là, la version de Snyder, c'était supposé être. Pour une raison X, ils vont ressusciter Superman, c'est Steppenwolf qui le ramène, ou Darkseid. La Justice League n'a pas le choix de se mettre en branle pour affronter Superman. Ils ont de la misère avec Darkseid en plus. Superman revient gentil à la fin du film, fout une volée à Darkseid. Par contre, il est rien qu'ébranlé, il part, puis il dit vous allez repayer. Donc, ça aurait été comme une two-part, là, où la première aurait été axée sur le fait qu'il se batte contre un vilain Superman avec son soute noir, puis qui n'est pas gentil. Il revient gentil à la fin, puis là, après ça, ils n'ont pas le choix de s'unir pour affronter Darkseid dans le deuxième Par film. contre, une chose que je vais donner à Whedon, c'est la seule véritable fois que j'ai eu l'impression de voir D'avoir un Superman à vrai l'écran. Superman. C'est mon point numéro C'est 1. mon seul point. Zack Snyder ne comprend pas le personnage Il de Superman. il est pas capable de faire Superman. Ça va faire de la logique parce que ça va suivre Man of Steel puis C'est Batman ça. v Superman. Ça va suivre c'est sa correct. logique à lui. Il avait compris le Batman de Frank Miller où quand tu vieillis puis tu as battu de crime avec un certain principe, tu te rends compte que ça marche pas, à un moment donné, ça se peut que tu pètes une coche. Zack Snyder a très bien réussi Batman. C'est un des plus beaux Batman que j'ai vu à l'écran. Oui et non. Parce que quand Frank Miller le faisait, il y avait toute l'histoire de la bande dessinée derrière lui. C'était un Ouais. fan du personnage aussi. Il l'a un petit peu déconstruit à sa manière, mais il y avait une logique derrière ça. Là, ils l'ont introduit. T'sais, Ouais. Lui, il l'a amené, puis Ouais, il mais est quand déjà il l'a comme ça. introduit, Puis on n'a pas on le sait que- background. ouais, mais on sait a qu'il y a une carrière. shot du costume de Robin avec les des écritures du Joker. ouais. T'sais. Ouais. C'est Mais on comme sait que c'est trop c'est léger. quoi. Ouais, mais on Chris, sait- si ton Robin se serait fait tuer par Jared Leto, t'aurais-tu viré Berserk toi aussi? Ah, probablement. Mais tu sais, montre-nous-le, donne-nous un indice de ça. Moi, Mais en t'sais. même temps, tu sais, c'est mon point que Batman v Superman, c'est 3 films. Ah ouais. C'est 3 films, ce Il y film. a des affaires géniales. Moi, j'adore ça, le début. Là. Puis, tu sais, je pense que Ben Affleck il a fait un super Bruce Wayne puis un super Batman. J'adore la scène au début quand t'as le fight avec Superman puis Zod, puis que Bruce Wayne, il est comme... Ah, qu'est-ce qui se passe là avec les J'adore monstres cette extraterrestres? Puis scène-là. là, il est en Jeep, il sauve du monde. Là, t'as le côté super-héros. Puis là, après, il te ramène les niaiseries de Frank Miller, que Batman, que normalement, son truc dans la vie, c'est de pas avoir de gun. Ben là, il y a des mitraillettes, son char, puis... que j'ai ce film-là. Mais il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées, mais tu sais, c'est là que tu vois à quel point ils ont trop voulu aller vite, ils ont manqué de patience, ils n'ont pas été capables de le développer comme il faut. Là, le Snyder Cut, moi, je suis correct. Je suis curieux de le voir. Je veux le voir. Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce que le monde suit vraiment ça? Tu sais, le monde ordinaire qui vont au cinéma, là, puis qui vont voir ça. Là. Moi, il y a du monde qui m'ont posé des questions. Qui ont fait, c'est le quoi, monde ça? que s'intéresse plus ça, mais c'est parce que la plus grosse question que je me pose par rapport à ça, c'est parce que là, ça va faire 2 ans que Warner nous écœure que c'est plus un univers consensuel, que c'est tout séparé, même si c'est les mêmes hosties d'acteurs d'un Chris de film à l'autre. Et là, hier, il nous annonce que Henry Cavill va être comme Le Hulk. Hulk, puis il va... Nick Fury qui va apparaître dans chacun des films pour Mais il n'y dire... aura pas de film à lui. On n'aura pas de film à lui, mais il va apparaître dans chacun des films pour dire qu'on est encore des amis. Tabarnak, branchez-vous, là. C'est parce que c'est la 3e fois qu'ils essaient de ressusciter Ah, mais là, cet je te univers-là, dis, là, dans le prochain film de Wonder Woman, il va y avoir Harry Potter qui va se pointer, là, Ah, rendu là. c'est presque là. Par contre, ça, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, ça fait un petit peu le charme de tout ça parce que c'est à l'image de leur bande dessinée. DC, ils n'ont jamais été capables de faire quelque chose de cohérent, de continu, qui se tient. Ils sont tout le temps pognés dans deux logiques internes qui ne marchent pas. Ils font une nouvelle série, ça invalide l'autre. Marvel, même si c'est compliqué, puis j'aime rire d'eux autres, tu sais, ça coule. Marvel, il y a une espèce de logique derrière ça, même s'ils font des niaiseries aussi à travers. Mais DC, c'est l'histoire de la compagnie, En fait, DC, d'avoir là- des trucs. Tu sais, t'as plus de hors-série Oui. de séries Mais principales. c'est ça, que mais leur DC, force, ça a t'sais. toujours été ça. Puis moi, je pense que, tu sais, une des erreurs qu'ils ont faites, même si c'est un film génial, tu sais, s'il avait été le moindrement cohérent à l'époque où ils avaient commencé leur DCEU, là, un film comme Joker aurait jamais dû sortir. Là. Ils se sont tirés dans le pied en se disant, ben savez-vous quoi, on est plus intéressant quand on fait des films matures avec nos Mais personnages. en même temps, non, ils ne se sont pas tirés dans le pied parce que, tu sais, je veux dire, le film a fait 1 milliard, il a gagné Oui, je un sais, Oscar. Tu mais sais, ça il- lui prouve qu'ils ont raison de En fait, il faire prouve- tout et n'importe Ouais, mais quoi. en ça veut- même temps, non, il tu me sais. prouve que un univers partagé, ça vaut pas de la chenoute chez eux. Ils sont meilleurs Ouais. dans des histoires séparées, C'est pareil, ouais. puis dans des histoires qu'ils veulent nous raconter. Raconte-moi une histoire.
Raconte-moi une histoire. Marvel a fait à peu près la même chose. C'est juste qu'il y a du monde tellement investi puis il y a tellement un fanbase qui est solide. Parce que quand tu checkes les films qui ont fait vraiment beaucoup d'argent, des fois, la plupart du temps, c'était des films qui étaient bien travaillés. Les autres, c'était des coups de luck, un point, c'est tout. Exact. Mais tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il faut que tu acceptes que ton compétiteur a une longueur d'avance. Il faut que tu arrêtes d'essayer de le rattraper en courant. Tu ne le rattraperas pas. Puis tu n'avais pas beaucoup de chances de bien le réussir. Là, le Snyder Cut, c'est une chose. Il y a deux choses que je veux vous dire là-dessus. Un, est-ce que c'est une réponse chez Warner parce que là, tous les tournages sont arrêtés et ils se sont dit, rendu là, à cause de la pandémie, on est capable de travailler sur le Snyder Cut puis de sortir de quoi de nouveau? 200%, oui. Fait que moi, je pense que c'est une stratégie. Là. Ils viennent de partir leur chaîne de streaming. En ce moment, le nerf de la guerre, on le voit, puis on en parle souvent. Toutes les chaînes essaient d'avoir du contenu exclusif. Mais... On est dans une période où tu ne peux pas faire de contenu exclusif. Les autres, ils ont comme une fenêtre, puis ça fonctionne. Il y a beaucoup de monde qui s'abonne rien que pour voir cette cote-là. Ils se sont dit, hey, c'est à table, on a tout ça, puis ça ne nous coûtera pas trop cher. Pas juste ça, c'est parce que vu qu'il n'y a rien qui peut être tourné depuis plusieurs mois, ils ont un autre problème. C'est qu'ils en ont parlé encore. HBO Max, cette année, le DCU n'existe pas dedans. Mm-hmm. Ils ont gardé Doom Patrol. Hey, Titan n'est même pas inclus dans HBO Max. Juste pour dire comme la deuxième saison était de la merde. Là, hein? Non, ça fait mal. Et Titan n'est pas embarqué dedans. Ils n'ont pas reparlé de leur série Green Lantern. Les dessins animés ne sont pas chez HBO Max. Le DCU est clairé de 2020. Ce qui fait que le Snyder Cut annoncé en 2021, c'est comme leur grosse pierre pour dire qu'on rentre le DCU là-dedans. C'est intéressant. Moi, j'ai hâte de le voir. Je vais m'abonner si au Canada, on est capable. C'est parce que là, avec Crave et Bell, là, ça va être la merde de savoir que ça va fonctionner. Ouais, ça va être parce compliqué. On a un Crave français, puis on a un Crave anglais, puis on a un HBO en français, puis un HBO anglais chez Bell. Ça fait que savoir comment ça va fonctionner, rentrez pas tout de suite là-dedans, attendez un peu. Okay? Ça va être compliqué, ça. J'ai hâte de voir la version de Zack Snyder, même si je ne l'aime pas comme réalisateur. Je suis content qu'il ait l'opportunité de raconter sa vision, ou du moins qu'il soit capable de rafistoler ça un peu, même si je suis convaincu que ça ne rajoutera rien. Puis il a eu la chance de montrer ce qu'il faisait avec ces personnages-là, puis il n'est pas capable. Par contre, je trouve ça intéressant parce que ça ouvre la porte. En ce moment, David Ayer, il est allé de l'avant, puis il a dit, moi aussi, j'ai une cote de Suicide Squad qui est complètement différente. Aussi de Revenge of the Sith de 4 heures. C'est là que je vous envoyais. Mais le Suicide Squad, c'est pas le genre un 4 heures, c'est genre le film était complètement différent, puis vous savez un peu ce qui est arrivé. Warner a envoyé une équipe de montage pour refaire le film au complet. Puis apparemment que présentement, David Ayer, il a rencontré Warner, puis genre, ils sont pas fermés. J'ai l'impression que si la Snyder Cut, ça réussit bien, ils vont dire, pourquoi pas, on va le pitcher, ça coûtera pas grand-chose, on va le mettre ton film. Et les fans ont parti une pétition pour Revenge of the Sith pour voir la Director's Cut aussi. Pas juste ça, c'est parce que aussi la version des David Ayer, il faut pas oublier que c'était supposé avoir un lien avec Justice League. Ouais, beaucoup ça fait plus fort, si ça fonctionne, puis que la version de David Ayer fonctionne aussi, ils ont-tu une chance à partir de leur univers? Ils ont une chance de faire Justice League 2? La seule affaire que je trouve plate en ce moment... En faisant Justice League 2, c'est là que ce que tu n'as pas fait encore avec Ezra Miller, c'est comme ça que ça s'appelle, le Flash. C'est là que tu peux faire un Flashpoint Paradox puis rentrer des nouveaux personnages qui ne reviendront pas. Mais là, ils ont un autre problème. Ezra Miller, présentement, il est au milieu d'un scandale. Là. Il a frappé, il s'est mis en boisson, puis il a étranglé une fan dans la rue. Puis... Donc, ça va bien chez DC, Alison Mack. Vous remarquerez, c'est Amber Heard, l'autre, qui était avec Johnny Depp, là, qui avait accusé Johnny Depp de l'avoir violenté, puis tout. Puis là, je ne sais pas si vous avez suivi un peu dernièrement, mais il y a des tapes qui sont sorties où Johnny Depp se faisait battre par elle, puis c'est elle qui... Puis présentement, Amber Heard et Ezra Miller... On peut se battre par elle. Non, mais c'est très sérieux. Puis présentement, elle et Ezra Miller, ils sont comme sur la blacklist un peu chez Warner. Là. Ça a été tassé. Le projet de Flash, il n'y a plus aucune nouvelle. Il y a beaucoup de monde qui croit que ces deux acteurs-là vont être évincés tout simplement. Là. Une rousse au gros sein, c'est une rousse au gros sein. C'est facile à remplacer. Oui, super cute, Amber Heard, mais je veux dire, c'est pas pareil. Là. Mais tu sais, moi j'aime le mouvement que ça crée et j'espère que le mouvement qu'on est en train de créer, c'est-à-dire que là, on demande des visions de réalisateurs. J'espère que ce mouvement-là va faire comprendre aux studios que arrêtez d'écouter les réseaux sociaux. Arrêtez d'écouter le monde. Non, mais laissez les réalisateurs faire leur film. Puis aussi, c'est parce que, regardez, là, à l'époque du DC, avec Warner, vous avez réussi à recommencer à faire de l'argent puis dire on laisse faire les réalisateurs. Vous avez laissé faire Christopher Nolan à l'époque. Puis après, vous avez retourné à commencer à virer fou. Et regardez, là, Christopher Nolan est un des seuls réalisateurs que tout le monde ferme sa gueule puis laisse faire ses films depuis cette époque-là. Et regardez, là, un des plus gros phénomènes qu'on attend au cinéma là, cet été, s'il sort bien plus tard, là, Tenet. Le film a de l'air fucké de façon incroyable. On sait même pas c'est quoi, on n'a aucune idée, mais on va être surpris, on va y aller. J'ai détesté Dunkirk à cause de la trame sonore puis du fait que le film était tellement à l'envers sur une période historique que je maîtrisais pas que
ça a été lourd par moment. Mais sauf que au niveau du montage, ce film-là, c'est un foutu chef-d'œuvre. Laisser travailler les réalisateurs, arrêter. Puis ça, c'est un problème qui date pas d'hier. Là. Rappelle-toi, 1997-1995, Batman Forever, Batman and Robin, Shoemaker dit dans une entrevue, les compagnies de jouets arrivaient, me disaient, ça va être dans le film, ça va être là, ça, c'est le cas. Blade Runner, Apocalypse Now, je veux dire, c'est vieux comme le monde, là, les productions qui rentrent en conflit avec les réalisateurs. Puis c'est pas nouveau, je veux dire, Marvel ont eu le même problème. Rappelez-vous, là, avant qu'Ant-Man sorte, là, c'était Edgar Wright qui réalisait. Là, il était rendu loin, puis il y a eu comme il s'est pogné avec les studios, ils l'ont sorti. Ça, un désaccord entre ce que le studio veut comme film, puis avant que le film soit fait, je suis prêt à vivre avec ça. Mais tout dépend, parce qu'avec Marvel, je suis capable de donner une latitude sur le fait qu'il crissait le monde dehors, c'est parce qu'il y avait un moule dans l'univers du MCU. Il savait où ça allait. Ça fait que si un réalisateur voulait casser ton moule, t'as pas le choix de le sacrer dehors. Exactement. Tandis que dans le cas de DC, puis tu sais, je veux dire, t'engages des réalisateurs, tu les laisses travailler. Puis, étonnamment, même si c'est pas de grands films non plus, mais Wonder Woman et Aquaman, c'est ça qui fonctionne. Ils ont laissé Patty Jenkins et James Wan, qui sont de très bons réalisateurs. Puis, Warner avait probablement perdu patience et espoir. Puis, ils lui ont dit de la merde, faites donc ce que vous voulez. Puis là, bang, les deux ont eu un succès monstre. Un pour le succès critique, l'autre pour le succès box-office. Fait que là, ils sont comme dit, j'espère qu'ils vont apprendre Warner. Mais parce qu'à chaque fois qu'ils voient qu'il y a un spark qui recommence, là, ils se remettent le nez dedans puis ils crissent la merde. Là, ils vont vouloir faire des films comme Joker puis des films comme Wonder Woman. J'ai peur, mais en même temps, c'est correct. Si on a un autre 5 ans de films de merde contrôlés par eux autres, qui va nous ramener une vague de films cool après. Avec Warner, on a encore l'exemple avec Fantastic Beasts. Oui, exactement. Des films de merde incroyables. Ouais. Non, ça n'a pas de bon sens. Excuse-moi si j'ai vexé des Potterheads, là, mais... c'est-tu terrible? C'est-tu mauvais? Moi, je me souviens du deuxième qu'on est allé voir ensemble, puis qu'à un moment donné, on a regardé notre horloge, puis on s'est dit que c'est fini. Moi, surtout l'échange de baguettes entre les deux homosexuels. En tout cas, j'ai jamais compris. Terrible. Moi, c'est quand tu m'expliquais les histoires de baguettes, là, j'étais comme là. Ah non, c'était terrible. Je suis posé de comprendre ça, là. C'était terrible. Le premier est archi mauvais, puis le deuxième est pire, je pense. Puis il y en a un 3. Je pense que c'était 5 qu'ils voulaient faire. Le premier, je conseille à dire que j'ai arrêté le film au moment qu'il a failli se faire violer dans un parc par un gros monstre. Là. Mais ah non, c'était mauvais. Là. C'était vraiment fucking mauvais. Mais George, tu sais, ça va amener aussi parlant de Fantastic Beasts, t'as pas dit qu'Ezra Miller était dans la merde? Ah ouais. C'est Warner au complet qui est pogné avec ce beau problème-là. Ben oui, effectivement. Mais avant d'aller, tu sais, mais ça va amener aussi des incongruités, tu sais, je veux dire. Revenge of the Sith de 4 heures, là. Je suis pas sûr que ça change grand-chose au film puis que c'est bon. Là. Je suis pas sûr que ça me tente de voir ça. Avant des tués, il est viol. Non, mais tu sais, il y a quoi dans 2 heures de plus là? Du parlage, des scènes qui ont retourné, mais de différentes façons. L'achat d'huile sur des planètes qu'on connaît pas. Sérieusement, là, on n'a jamais vu le speech complet de Jar Jar Binks qui a mis Palpatine à la tête. Peut-être qu'on l'a dans celui-là. Tu sais, Palpatine qui fait des spins de plus, puis... peut-être qu'on va voir Palpatine qui commande des pièces pour Exegol pour en cas qu'il meurt dans un réacteur de Death Star. Ça pourrait... J'ai la prélogie, mais ces films-là sont pas mauvais parce qu'ils manquent du stock. Non, ils sont mauvais. Oui. Ils sont mauvais parce qu'on trouve de stock qui en fait pas de sens. C'est mal écrit, c'est mal monté. Comme scène, parce que moi, je me rappelle toujours, mon moment préféré, là, c'est Obi-Wan qui va dans une cantine parler à un gros extraterrestre pour avoir des informations. Ça me fait sentir Star Wars incroyable. Ouais. Et je pense qu'il avait pris un cheeseburger avec frites. C'est un parallèle avec très intéressant. Ouais, c'est un parallèle très intéressant avec la scène de la cantine de A New Hope. On a vraiment senti la même vibe. Moi, je regardais ça, j'étais comme wow. Même importance culturelle aussi. Ah, j'ai fait comme c'est merveilleux. Tu sais, who sit first, hein? Il y a le même débat. Qui s'est assis en premier? Le gros extraterrestre ou Obi-Wan? On en parle. Mais ça serait bon une scène de Palpatine dans Revenge of the Sith qui fait oui, bonjour, j'aurais besoin de 1 million de Star Destroyer au cas où mon apprenti me crisserait dans un trou de Death Star. Puis mettez beaucoup de matelas en bas de ce tunnel-là. Ça serait possible de faire aussi des grands gars laids avec la face capotée pour un jour essayer de contrôler le fils à Han Solo. Comme quand on avait des fours à bébites quand on était jeune. Ça serait-tu possible de faire genre un clone défectueux de moi, mais tu sais, qui poignerait auprès des filles? Je veux avoir des enfants. Je veux avoir des enfants, c'est possible de faire un clone genre défectueux qui a des chances. Je veux juste essayer d'avoir une petite fille, s'il vous plaît, pour un jour lui donner un trône qu'on n'a jamais vu sur une planète lointaine. Est-ce que ce serait possible? Mais gars, tu vois, ça améliorerait beaucoup Revenge of the Sith. Vous n'avez pas l'air sûr. Tente pas de voir ça?
Non. Comment ça s'appelle? La Rise of Skywalker Scott. Ça serait bon. Écoute. Mais bon. Ça pour dire qu'il y a des films que tu veux pas nécessairement les voir compléter. Il y a du stock, ça donne rien. Là. Qui ont été. Dans le cas de Justice League, c'est parce qu'il y a un contexte. Mais tu sais, en plus, le plus choquant avec tout ça, là, hein, c'est qu'il lance le Snyder Cut, qu'il reboot tout au grand complet, puis moi, j'entends encore mon Dark Universe. Tu sais, moi, là-dedans, je suis un grand perdant. Là. Ben écoute, là, Tom Cruise, il s'en va dans l'espace avec le gars de Mission Impossible. Là, peut-être bien qu'ils vont joindre ça. Là. C'était-tu mauvais? La momie, ben, la photo qu'il avait publiée de tous les acteurs qui étaient supposés jouer dans ce foutu La meilleure chose que la momie nous a appelé, et ça, aller de toute urgence voir ça sur Internet, quand ils ont passé la bande-annonce pour la première fois, le studio a fait une erreur et ils ont passé la bande-annonce sans les effets sonores. Il y avait seulement, dans le fond, pas de trame audio. On n'entend que la voix des personnages. Et c'est la scène dans l'avion, là, et c'est à hurler de rire. C'est complètement dément. Là. T'entends, genre, mettons, les chauves-souris qui passent, puis Tom Cruise qui crie genre « Non! » Mais tu le sens qu'il est devant un micro en train de crier. C'est surréaliste, ça va. Ça, en tout cas, ce court vidéo-là nous apprend beaucoup de choses sur le monde du cinéma. Et c'est complètement terrible. Allez voir ça, de Mummy Without Sound. Et c'est passé, je l'ai vu live à la télé. Wow. C'était hallucinant. Sur ce, on va aller continuer cette conversation autour d'un bon feu. On va vous laisser, chers auditeurs. On n'a même pas de poison? Non, j'en ai pas, moi. Moi, j'en ai un, mais il faut que je prenne un petit 2 minutes. Ça fait comme 2 semaines que je le mijote. 1h13, let's go. On fait comme Jean-Marc Parent. On défonce. On défonce. On vous demanderait de flasher vos lumières à ce moment-ci. Oui, s'il vous plaît. On va savoir quand est-ce que vous écoutez notre podcast. Mais je vais être bon joueur. Alan, tu veux-tu commencer? T'avais-tu quelque chose? Moi, j'ai quelque chose. Je vais commencer là, parce que ça fait quand même un bout de temps que je l'avais publié, que je suis en train de relire c'est Neverwhere de Neil Gaiman. Ça, à base, c'était pas un roman. C'était devenu un roman par défaut parce que c'était un show qu'il avait écrit pour la BBC. Okay. C'est un show que je pense que s'il y a quelqu'un qui a réussi à le voir ailleurs qu'en Angleterre, ben vous êtes chanceux. Il paraît que c'était ultra cheap, mais que c'était bon. Mais en même temps qu'il écrivait le show, il écrivait un roman. Puis lui, ce qui fait qu'à chaque fois que c'était coupé au montage, il ajoutait. OK. Puis c'est que c'est un roman ça ressemble un petit peu à Alice au Pays des Merveilles. Dans le fond, ça parle un peu des gens qui tombent dans le système puis qui disparaissent, mais qui tombent comme dans le Under London. Mais il y a des Under qui existent en Amérique un peu partout. C'est un univers qui est très, très, très Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment comme un semi-conte de fées, mais dark, mais en même temps très enfantin. C'est comme un côté qui est fort chez Neil Gaiman d'écrire des contes pour enfants que si un enfant ne peut pas comprendre puis qu'un adulte va finir en faisant comme « je suis pas sûr d'avoir saisi ce qui s'est passé ». C'est ultra sympathique, c'est super bien écrit, les personnages qui sont là-dedans sont super attachants. Moi, la dernière version que j'ai achetée, c'est une version qui est illustrée, puis ce qui est le fun, c'est que il a fait une réédition de son texte parce qu'il y avait une version qui était britannique, ce qui fait que quand il parlait de chacun des quartiers d'Angleterre, il faisait pas de descriptif, ce qui fait que n'importe qui vivait pas en Angleterre lisait ça, faisait comme je suis pas sûr de comprendre les références parce que tu sais, bateau qui prenait un nom d'un pont, mais si tu décortiquais le nom d'un pont en 2 mots, ben ça veut dire quelque chose, mais sauf que qu'est-ce qu'on connaît pas les zones et autres, t'es mêlé. Il avait fait une version américaine où ce qui était comme trop lourd sur ses descriptifs. OK. C'est qu'elle a profité avec cette édition-là pour refaire son texte, puis l'alléger par mettant ses descriptifs qui est encore dedans. Ça fait que c'est vraiment un nouveau texte en plus qui était dedans, plus l'illustration qui est dedans. Si vous voulez découvrir Neil Gaiman, à part Stardust, je dirais que ça serait le premier roman à lire de lui. OK. Jean-Nic? Je vais vous parler d'un truc vraiment bizarre que je Jeff dédie. Non, okay. je le dédie à Pat, notre 4e mousquetaire, qui va adorer. Puis le Blu-ray s'en va directement chez lui sous peu. Un film de 1976 qui s'appelle Let My Puppet Come. OK? C'est un film pornographique avec des marionnettes. Et je vous niaise pas, là, c'est pas des marionnettes qui se frottent. Là. On voit ils ont créé des parties génitales aux marionnettes. C'est l'histoire d'une compagnie tenue par 3 frères qui va pas très bien financièrement. Ils doivent de l'argent à un dealer du coin. Puis ils décident de tourner un film porno pour se sortir de la misère. C'est une comédie
pas érotique, une comédie pornographique musicale. Pourquoi t'as voulu écouter ça? Ben, écoute, si ça vous excite pas ce que je suis en train de vous dire, le moyen qu'en lisant le résumé, j'étais là, ben voyons donc comment ça fait que j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un ovni cinématographique complètement hallucinant. C'est ultra de mauvais goût. Il y a des scènes porno, il y a des marionnettes à travers. La plupart, c'est que des marionnettes, donc au moins, il y a ça. Mais je veux dire, il y a un pénis qui chante de l'opéra, il y a un transgenre, il y a un personnage qui est comme Pinocchio, qui couche avec d'autres personnages. C'est complètement dément. C'est très, très drôle. C'est une belle curiosité à avoir, mais il faut que je termine en faisant deux références. On est en 1976. Non, je parle là. Là, on est où, là? Dans le film, il y a un des marionnettistes. Il y a une vieille femme, dans le fond, qui décide de vendre son corps pour aider les compagnies à la fin du film. Et c'est une technique de marionnette avec c'est l'acteur qui la tient, il la fait chanter, puis lui, c'est comme le personnage de son chauffeur. La main dans le cul prend tout son sens. Exact. Puis il joue avec ça. Et il y a une chanson à ce moment-là. Et l'acteur et marionnettiste, c'est le gars qui fait la voix de Jafar dans Aladdin. Déjà là, j'étais comme, ben voyons donc, je connais cette voix-là. Et c'est hallucinant de le voir. C'est son premier rôle à l'écran. Non, mais c'est pas Jeremy Irons qui fait la voix de Non, Jafar? la voix chantée. OK, parce que là, je t'entends me dire Jeremy Irons a joué Non, c'est pas Jeremy Irons. Okay. Par contre, plus gros que ça encore, c'est une comédie musicale, 1976. Le compositeur de la musique, c'est Alan Silvestri. Et si vous ne savez pas c'est qui, c'est le gars qui a fait la musique de Retour vers le futur, de Avengers, de plusieurs projets de Disney. C'est un des grands compositeurs. Oui, il y a des thèmes hyper connus. Un des meilleurs films de tous les temps, là, Van Helsing. Ouais, c'est mauvais, Van Helsing, mais effectivement, c'est lui qui a fait la musique et c'est son 3e projet. Il a composé 80% des thèmes musicaux là-dedans. Si vous n'êtes pas mind blown par ce que je viens de vous raconter, là, ça ne fonctionne pas. Allez vous chercher ça de toute urgence. Let my puppet come. Je suis mind blown, mais par toi. C'est pas par le film, par toi. Quelle déviance t'as eu d'écouter ce film-là? Ben, tu te sens un petit peu... Ben, moi, je trouvais ça drôle, mais tu te sens un petit peu sale par après. Parce que ta blonde, vraiment... étais-tu là? Non, je pense qu'elle va l'apprendre en m'écoutant que j'ai écouté ça, puis elle va enfin comprendre c'est quoi ce Blu-ray-là. Elle va comprendre pourquoi tu as voulu la manipuler comme une marionnette. Pourquoi j'ai acheté autant de marionnettes. Man, tu peux pas me laisser là-dessus. Ben oui, il faut ouvrir ses horizons. Let my puppet come. J'ai joué à Red Dead Redemption 2. Merci, Alan! J'ai tué beaucoup de chevreuils. J'ai tiré dans la tête de quelques orignaux. Merci, Alan. J'ai presque pas volé de gens parce que je suis un gentil cowboy. Merci, Alan. Merci. Bon, on va aller autour du feu, essayer d'analyser Jean-Nic et pourquoi il a voulu voir des popettes fourrées. Puis on va vous montrer Jean-Nic brûlé à la fin. Oui, merci. Hey, salut les boys! À dans 2 semaines. À plus. À plus. À plus.